Imaginez quitter ce monde de manière si étrange que cela ressemble à une blague. Ces histoires capturent les moments où les tournures les plus bizarres de la vie deviennent fatales, avec des résultats à la fois tragiques et absurdes. Des accidents farfelus aux erreurs franchement ridicules. Préparez-vous à 2 heures consacrées aux personnes qui sont mortes dans des circonstances extrêmement absurdes. Par une froide soirée de 2015, à Stony Creek Township, en Pennsylvanie, James Shaffer, un homme aveugle de 68 ans, se trouvait seul chez lui, comme il l'était depuis 25 ans. Malgré son handicap, James était connu dans sa communauté pour son intelligence et son indépendance. Ce soir-là, ressentant une douleur à la jambe, il décida de chauffer une serviette au micro-ondes pour apaiser la douleur. Ce geste simple allait cependant provoquer un drame qui bouleverserait toute sa communauté. James plaça la serviette sèche dans le micro-ondes, inconscient du danger potentiel. En seulement 15 secondes, la serviette prit feu. Aveugle et incapable de voir les flammes, il retira la serviette en feu du micro-ondes, mais son geste mit accidentellement le feu à sa chemise en flanelle. Les flammes se propagèrent rapidement, enveloppant ses vêtements. Conscient du danger, James réagit immédiatement. Il courut dans le couloir jusqu'à la salle de bain, les flammes léchant légèrement la moquette sur son passage. Parvenant à atteindre la douche, il utilisa le pommeau pour éteindre le feu, mais pas avant d'avoir subi de graves brûlures sur 80% de son corps. Malgré la douleur intense, James resta étonnamment calme. Lorsque les pompiers d'Oakland arrivèrent sur les lieux, ils furent confrontés à une scène déchirante. James, couvert de brûlures, était conscient et faisait preuve d'un calme surprenant. Le chef adjoint David Reham se souvient, il s'excusait constamment. Il nous disait toutes les quelques minutes qu'il était désolé. Il répétait qu'il aurait dû savoir. C'était impressionnant de le voir si calme dans une telle situation. James fut transporté d'urgence à un hôpital de Pittsburgh où il continua de communiquer avec les ambulanciers. Cependant, son état était critique. Les brûlures étaient étendues et il avait également inhalé de l'air chaud et des fumées toxiques. Tragiquement, James succomba à ses blessures le lendemain matin. La cause officielle de sa mort fut une inhalation thermique. La mort de James Shaffer eut un impact profond sur sa communauté. Résidant à Johnstown, en Pennsylvanie, depuis plus de 50 ans, il était connu comme l'un des hommes les plus gentils et intelligents de son entourage. Malgré sa cécité, il ne laissait jamais son handicap l'empêcher de vivre une vie active et épanouie. Sa famille, qui veillait sur lui quotidiennement, attestait de son autonomie remarquable. Les pompiers d'Oakland furent particulièrement touchés par cet incident. C'était le premier décès lié à un incendie dans le canton et l'équipe eut du mal à accepter cette tragédie. Le chef adjoint Reham exprima leur choc, soulignant à quel point il était inhabituel de voir quelqu'un rester aussi calme et posé dans une telle situation. L'histoire de James Shaffer soulève de nombreuses questions restées sans réponse, des « et si » qui hantent ceux qui le connaissaient. Et si James avait été informé du danger de chauffer une serviette sèche au micro-ondes, et s'il y avait eu quelqu'un avec lui pour intervenir plus tôt? Et si des dispositifs de sécurité mieux adaptés aux personnes aveugles avaient existé? Ces interrogations, bien que sans réponse, mettent en lumière l'importance de la sensibilisation à la sécurité et la nécessité d'innovation pour prévenir de telles tragédies. La mort de James Shaffer fut une perte dévastatrice, mais elle rappelle aussi la fragilité de la vie et la valeur du soutien communautaire, en particulier pour les personnes en situation de handicap. En fin de compte, l'histoire de James Shaffer est un témoignage de l'imprévisibilité de la vie et de l'importance de la prudence dans nos actions quotidiennes. Sa disparition tragique nous laisse un enseignement précieux sur la vigilance et la solidarité. Le 20 juin 2023, à Washington DC, J. Tirunarayanapuram, 15 ans, aurait dû être chez lui à travailler sur son projet artistique. À la place, il se trouvait sur le toit d'un train de la ligne Red Line du métro, à la recherche d'une montée d'adrénaline qui allait lui coûter la vie. Jay, un jeune lycéen talentueux et aventurier, pratiquait le subway surfing, une tendance dangereuse encouragée sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Alors que les passagers traversaient la station de métro Rhode Island Avenue, Jay se filmait dans l'espoir de capter l'attention des internautes. Tragiquement, il perdit l'équilibre et tomba sous le train en marche, décédant quelques jours seulement après son 15e anniversaire. Ses parents, Desikan Tirunarayanapuram et Vaishali Onawar, l'avaient adopté dans un orphelinat en Inde lorsqu'il avait 6 ans. Il l'avait toujours connu courageux et curieux, mais ces derniers temps, son comportement devenait de plus en plus risqué. Il s'était intéressé au monde en ligne de l'exploration urbaine et du subway surfing, une influence dangereuse que ses parents avaient tenté de combattre.
Ils avaient limité son accès à Internet le soir et l'avaient inscrit en thérapie, mais l'attrait des réseaux sociaux s'avéra trop puissant. Le compte Instagram de Jay regorgeait de photos et vidéos de ses exploits. Il montait sur des trains, escaladait des tours et explorait des bâtiments abandonnés. En ligne, il avait rejoint une communauté d'explorateurs urbains, où les comportements risqués étaient normalisés et valorisés. Le 20 juin, Jay quitta la maison sans dire à ses parents où il allait. Il se rendit à la station Brookland, monta sur le toit d'un train de la Red Line et commença son aventure de subway surfing. Ce n'était pas la première fois qu'il réalisait cette cascade, qu'il partageait en ligne pour récolter des likes et des commentaires. Mais cette fois-ci, l'aventure vira au drame. Alors que le train approchait de la station Rhode Island Avenue, Jay perdit pied et fut écrasé sous les roues du train. La vidéo qu'il était en train d'enregistrer capturait ses derniers instants. Les parents de Jay reçurent la terrible nouvelle de la police des transports le jour même. Jay n'était pas qu'un fils pour eux. Il était aussi un jeune artiste, un amoureux des animaux et un excellent élève du lycée Albert Einstein. Sa disparition laissa un vide immense dans leur vie, un chagrin qu'ils ne pourraient jamais surmonter. Dans les jours qui suivirent, ses parents furent submergés par la douleur et l'incompréhension. Ils ne parvenaient pas à comprendre comment les réseaux sociaux avaient pu avoir une emprise si forte sur leur fils, au point qu'ils prennent de tels risques. Vaishali Onawar exprima son désarroi. Il était tellement sûr de lui, il ne réalisait pas qu'il était en train de tout sacrifier pour une aventure insensée à laquelle il n'aurait jamais dû participer. Les parents de Jay prirent alors la parole publiquement, appelant les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités face à la promotion de contenus dangereux. Ils dénoncèrent le rôle des algorithmes conçus pour capter l'attention des utilisateurs, en particulier des adolescents, en leur proposant des contenus de plus en plus extrêmes. Jay était tombé dans ce cercle vicieux, recherchant les likes et la validation d'une communauté en ligne qui glorifiait les comportements risqués. Le cas de Jay attira l'attention du député Jamie Raskin qui représentait leur district dans le Maryland. Il s'adressa directement aux entreprises de réseaux sociaux, leur demandant de renforcer leurs efforts pour supprimer les contenus promouvant des activités dangereuses comme le subway surfing. Meta, la maison mère d'Instagram, reconnut le problème mais admit que l'application de leurs règles restait difficile. TikTok déclara également retirer les contenus dangereux dès qu'ils en avaient de connaissance, mais dans le cas de Jay, il était déjà trop tard. La tendance à l'exploration urbaine a pris de l'ampleur avec l'essor d'Instagram et TikTok, au point de devenir encore plus dangereuse. La vie de Jay Tirunarayanapuram a été tragiquement écourtée par cette tendance mortelle. Ses parents continuent de se battre pour le changement, espérant que leur engagement empêchera d'autres familles de vivre la même tragédie. Alors que le débat sur le rôle des réseaux sociaux dans la promotion de comportements dangereux se poursuit, une chose est certaine, il faut faire plus pour protéger les jeunes des dérives d'Internet. En janvier 2023, Magno Sergio Gomes, âgé de 46 ans, consomma sans le savoir l'une des espèces marines les plus mortelles au monde. Ce qui avait commencé comme un repas cuisiné maison et partagé avec un ami se termina en une tragédie indescriptible pour l'homme et sa famille. Ce repas fatidique eut lieu lorsque l'ami de Magno Sergio Gomes, un père de famille brésilien de 3 enfants, lui offrit un poisson globe. Le poisson globe, ou fugu, est tristement célèbre pour son poison mortel, la tétrodotoxine. Présente dans diverses parties du poisson, notamment le foie, les gonades et la peau, cette toxine est un mécanisme de défense conçu pour dissuader les prédateurs. La tétrodotoxine est d'une puissance effroyable, étant plus de 1000 fois plus mortelle que le cyanure, et il n'existe aucun antidote. Ingérer même une infime quantité peut entraîner une paralysie sévère et la mort chez l'humain, faisant de ce poisson l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Malgré cela, le poisson globe est considéré comme un mets délicat dans certaines régions du monde, en particulier au Japon, où il est appelé fugu. Cependant, sa préparation est strictement réglementée. Les chefs devant suivre des années de formation spécialisée pour retirer en toute sécurité les parties toxiques. Mais Magno Sergio Gomes n'était pas chef. Il n'avait aucune formation à son actif. De surcroît, bien que le Brésil abrite au moins 20 espèces de poissons globes, la connaissance des risques liés à sa consommation y est peu répandue. Ainsi, Gomes et son ami ignoraient le grave danger auquel ils étaient exposés. N'ayant jamais préparé de poisson globe auparavant, inconscients des organes toxiques qu'il contenait. Lui et son ami retirèrent le foie, où se concentre une grande partie de la tétrodotoxine, firent bouillir le poisson et le servirent avec du jus de citron. Au début, rien ne semblait anormal. Mais 45 minutes plus tard, Gomes commença à ressentir des symptômes étranges. Sa bouche devint engourdie et un sentiment de terreur s'installa alors que la toxine se propageait dans son système nerveux. Il devint rapidement évident que quelque chose n'allait pas du tout. Conscient de la gravité de la situation, Gomes se rendit lui-même à l'hôpital.
Cependant, les effets du poison s'intensifièrent rapidement. Lorsqu'il arriva, sa bouche était complètement paralysée et son état empirait. Peu après son admission à l'hôpital, Gomez subit un arrêt cardiaque. Bien que le personnel médical parvint à le réanimer après quelques minutes éprouvantes, la toxine avait déjà commencé son œuvre dévastatrice. La tétrodotoxine ingérée par Gomez interfère avec la transmission des signaux des nerfs aux muscles, provoquant une paralysie progressive. Dans les cas graves comme le sien, la paralysie s'étend aux muscles responsables de la respiration et du fonctionnement cardiaque, entraînant une insuffisance respiratoire et des arrêts cardiaques. Au cours des 3 jours suivants, Gomez subit plusieurs crises convulsives qui causèrent des lésions cérébrales importantes, réduisant presque à néant ses chances de survie. Malgré une intubation et un maintien sous assistance respiratoire, son état ne cessa de se détériorer. Après 35 jours d'hospitalisation, Gomez succomba, son corps incapable de surmonter les effets catastrophiques de la toxine. Miraculeusement, l'ami de Gomez survécut, bien que non sans conséquences durables. Cet ami, dont l'identité n'a pas été divulguée, souffrit de lésions neurologiques qui affectèrent sa capacité à marcher. Bien qu'il soit en voie de rétablissement, l'empoisonnement au poisson globe a laissé des séquelles physiques débilitantes. Si Gomez et son ami avaient été conscients des dangers extrêmes associés à ce poisson, cette tragédie aurait pu être évitée. Au Japon, où le poisson globe est consommé sous la supervision stricte de chefs agréés, de tels incidents sont rares, bien qu'ils surviennent lorsque des amateurs tentent de le préparer eux-mêmes. Nous sommes le 25 août 2010, à Daejeon, en Corée du Sud. Un homme de 40 ans, dont le nom reste inconnu, se frayait un chemin dans la station de Seodaejeon Nejeori. Cet homme, atteint d'un handicap physique, dépendait de son fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Il venait tout juste de rater un ascenseur de peu, et sa frustration s'est rapidement transformée en colère. Ce qui s'est passé ensuite a été capturé par les caméras de vidéosurveillance et est devenu un exemple des dangers de réagir sous le coup de la colère. L'homme est arrivé à la station de Seodaejeon Nejeori vers 21h45. Il était pressé de prendre l'ascenseur, mais les portes se sont fermées juste devant lui. L'ascenseur était parti sans lui. La station était animée, remplie de voyageurs, mais personne ne pouvait prévoir le tragique événement qui allait se produire. Dans un accès de rage, l'homme a percuté les portes de l'ascenseur avec son fauteuil roulant. Le premier choc est survenu quelques secondes après la fermeture des portes. Il a frappé fort, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Les images de vidéosurveillance montrent qu'il a reculé son fauteuil et a percuté les portes une seconde fois, avec plus de force. L'impact était plus violent, provoquant un début de déformation de la porte droite. Malgré les dégâts évidents, il ne s'est pas arrêté. Il a reculé une fois de plus et a chargé les portes une 3e fois. Ce dernier choc a été de trop pour les portes fragilisées. Les 2 portes ont été arrachées de leurs rails et l'homme, avec son fauteuil, a basculé dans la cage d'ascenseur vide. La chute a été dévastatrice. La cage était profonde et l'impact a été fatal. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, mais il était trop tard. L'incident s'est déroulé en quelques secondes, mais ses conséquences furent importantes. Les images de vidéosurveillance montrent une séquence d'événements clairs, les actions de l'homme étaient délibérées. Sa frustration s'était transformée en une tentative téméraire de forcer les portes. Ce qui n'était au départ qu'un moment d'impatience s'est transformé en un accident tragique. La nouvelle de l'incident s'est rapidement propagée. Elle a été largement couverte par les médias sud-coréens et a même fait les gros titres à l'international. Les gens étaient choqués par cet événement et attristés par la mort tragique de cet homme. Cependant, il y avait aussi un sentiment d'incrédulité face aux actions de l'homme. Cet incident étrange et troublant a montré les dangers potentiels de laisser la colère prendre le dessus. Cette tragédie a conduit à une révision des mesures de sécurité dans les transports publics sud-coréens. Il a été découvert que les portes de l'ascenseur n'étaient pas aussi solides qu'elles en avaient l'air. Les portes d'ascenseur sont conçues pour être relativement fragiles afin de permettre les sauvetages d'urgence, mais cela les rend également vulnérables aux impacts violents. En réponse à cet incident, de nouvelles réglementations de sécurité ont été introduites. Les ascenseurs des installations de transport public, en particulier ceux utilisés par des personnes handicapées, ont été équipés de portes renforcées. Des panneaux d'avertissement ont également été installés pour déconseiller de s'appuyer contre les portes ou de les percuter, dans le but d'éviter des accidents similaires à l'avenir. Après sa mort, l'homme a reçu un Darwin Award. Cette distinction est attribuée aux individus qui trouvent la mort de manière particulièrement idiote, contribuant ainsi à l'amélioration du patrimoine génétique humain en s'en éliminant eux-mêmes. Le fait que cet homme ait délibérément et à plusieurs reprises percuté les portes de l'ascenseur a été perçu comme un exemple clair de ce type de comportement. Bien que certains aient vu cette distinction comme un jugement sévère, elle soulignait le caractère évitable de cette tragédie.
Ses actions étaient intentionnelles et imprudentes, menant à sa mort prématurée. La réaction immédiate de cet homme, après avoir raté l'ascenseur, fut d'agir violemment. Et les conséquences furent fatales. La colère peut obscurcir le jugement, poussant les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas envisagées normalement. Dans ce cas, la colère de cet homme l'a conduit à percuter plusieurs fois les portes de l'ascenseur avec son fauteuil roulant, malgré les risques évidents. Ces actions sont un rappel tragique de la nécessité de contrôler ses émotions et de réfléchir avant d'agir. C'était un après-midi ensoleillé de juin 2019 à Lichfield, dans le Staffordshire. Josh Chapman, un carreleur indépendant de 24 ans, savourait sa nouvelle vie de jeune père. Sa fille, Harper May, n'avait que 6 mois et Josh chérissait chaque moment passé avec elle. Connu pour sa grande personnalité et son cœur encore plus grand, Josh était l'âme des fêtes, toujours prêt à faire rire les autres. Sa mère, Lisa, le décrivait comme bruyant et charmant avec un vrai sens du détail. Malgré des difficultés avec le TDAH et la dyslexie à l'école, Josh avait le don de transformer toutes les situations en blagues. Il était le clown de la classe, toujours souriant et apportant de la joie autour de lui. Ses proches lui avaient donné un surnom reflétant son caractère sauvage et joyeux. Mais sous cette façade humoristique, Josh était une personne douce et attentionnée, surtout quand il s'agissait de sa fille. Il disait souvent que devenir le père de Harper était la plus grande réussite de sa vie. Ce jour-là, Josh et sa famille rentraient d'un mariage. Fidèle à lui-même, Josh s'amusait et ne voulait pas que la fête s'arrête. Pendant qu'il roulait sur l'autoroute, il devint de plus en plus insistant et mécontent, exprimant son envie de retourner au lieu de la réception. Dans un moment d'impulsivité, il ouvrit la porte de la voiture alors qu'elle était en mouvement. Josh tomba de la voiture et s'écrasa violemment au sol. La scène fut chaotique. Lisa, ainsi que les autres membres de la famille, furent pris de panique en voyant Josh étendu sur la route, ensanglanté. Ils appelèrent rapidement une ambulance et les secours arrivèrent pour l'emmener à l'hôpital de Stoke. Malgré l'espoir initial que Josh s'en sortirait, les médecins apportèrent une nouvelle dévastatrice. Josh avait subi une grave blessure au cerveau. Son tronc cérébral était sectionné. Le pronostic était sans appel. Il ne se réveillerait pas. La famille était sous le choc. Ils contactèrent les amis et les proches de Josh pour qu'ils puissent lui dire adieu. Alors que Josh était dans le coma, une infirmière spécialisée en dons d'organes s'approcha de la famille. Josh s'était inscrit comme donneur d'organes. Lisa se souvenait qu'il en avait parlé une fois, mais il n'avait jamais eu de discussion approfondie à ce sujet. Pourtant, Josh avait confirmé sa décision à 2 reprises. La famille éprouva des sentiments partagés. Certains hésitèrent au départ, mais ils décidèrent finalement d'honorer les souhaits de Josh. Ce fut une décision difficile, mais Lisa était convaincue que si un tronc cérébral avait pu sauver la vie de Josh, ils auraient tout fait pour le récupérer. Josh avait toujours été pragmatique et il savait que c'était ce qu'il voulait. Le 19 août 2019, Josh décéda. Ses organes furent donnés à 6 personnes, leur offrant une seconde chance de vivre. Une lettre des bénéficiaires exprimait leur gratitude et détaillait comment les organes de Josh avaient sauvé leur vie. Un des receveurs, Adam, obtint le foie de Josh, ce qui lui permit de retrouver sa femme et ses 3 enfants. Un autre, Alex, reçut son pancréas et un rein. Ces lettres apportèrent un certain réconfort à Lisa et sa famille, sachant que la mort de Josh avait permis à d'autres de vivre. Les funérailles de Josh furent une véritable célébration de sa vie. Ses amis organisèrent une tournée des pubs chaque année pour son anniversaire appelée le Tour de Chappie. En quittant l'église, ils jouèrent Sweet Caroline, la chanson préférée de Josh. La famille entretient la mémoire de Josh avec des décorations colorées sur sa tombe et en envoyant des ballons à Noël, une fête qu'il adorait. Harper, désormais âgé de 5 ans, connaît son père à travers des vidéos où il lui chante des chansons et la fait rire. Lisa conserve les lettres des receveurs d'organes dans une boîte à souvenirs pour qu'Harper puisse les lire un jour. Harper ressemble beaucoup à Josh avec son caractère et son impertinence, ce qui donne l'impression qu'une partie de lui est toujours parmi eux. L'histoire de Josh souligne l'importance du don d'organes. Sa décision de devenir donneur a sauvé 6 vies et apporté de l'espoir à de nombreuses familles. Dans le cadre de la semaine du don d'organes, le NHS Blood and Transplant célèbre les vies sauvées grâce à des donneurs comme Josh. Depuis la création du registre des donneurs d'organes en 1994, plus de 100 000 vies ont été sauvées, mais le besoin de donneurs reste immense. Au Royaume-Uni, tous les adultes sont considérés comme des donneurs potentiels, mais il est recommandé de s'inscrire en ligne pour préciser ses intentions. Lisa et Emma, la compagne de Josh, militent désormais pour le don d'organes, encourageant d'autres à rejoindre le registre.
L'héritage de Josh perdure à travers les vies qu'il a sauvées et l'amour qu'il a laissé derrière lui. Que se serait-il passé si Josh n'avait pas ouvert cette porte de voiture, si les dangers des décisions impulsives étaient mieux connus, si davantage de gens comprenaient l'importance du don d'organes et s'inscrivaient? Ces questions demeurent, mais une chose est certaine. La décision de Josh de donner ses organes a transformé un accident tragique en un héritage salvateur. C'était une soirée humide du 27 juillet 2023 dans le quartier chic des Mid-Levels à Hong Kong. Rémi Lucidi, un Français de 30 ans connu en ligne sous le nom de Rémi Enigma, se préparait pour une nouvelle cascade à haut risque. Lucidi s'était fait un nom sur les réseaux sociaux en publiant des photos à couper le souffle mais dangereuses, depuis les sommets des plus hauts gratte-ciel du monde. Cette fois, son défi se déroulait au Tregunter Tower, un gratte-ciel résidentiel de 220 mètres, offrant une vue panoramique sur la ville. Cependant, cette aventure serait sa dernière. Lucidi est arrivé à la Tregunter Tower vers 18h et a réussi à passer la sécurité en prétendant rendre visite à un ami au 40e étage. Le gardien, ne soupçonnant rien de ses véritables intentions, le laissa entrer. Une fois à l'intérieur, Lucidi se dirigea directement vers les étages supérieurs. Les caméras de surveillance le montrèrent plus tard sortant de l'ascenseur au 49e étage, prenant les escaliers menant au sommet de la tour et forçant une porte donnant accès au toit. Sur le toit, Lucidi installa sa caméra, prêt à immortaliser ce qu'il espérait être une nouvelle réussite. Il avait déjà escaladé certaines des plus hautes structures du monde, capturant toujours la hauteur vertigineuse en une seule image. Mais cette fois, tout bascula. Pendant sa cascade, Lucidi se retrouva piégé à l'extérieur du bâtiment à 68 étages au-dessus du sol. Ne trouvant aucune issue, il frappa désespérément à la fenêtre d'un penthouse, espérant qu'on lui viendrait en aide. Une domestique à l'intérieur l'aperçut et appela immédiatement la police. Malheureusement, avant que les secours n'arrivent, Lucidi perdit l'équilibre et fit une chute mortelle. Son corps fut retrouvé sur une terrasse en contrebas à côté de sa caméra sportive que la police récupéra. La caméra contenait des vidéos de ses exploits précédents, illustrant la vie d'un passionné de sports extrêmes qui vivait constamment à la limite, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Aucun message de détresse n'a été découvert et la police écarta rapidement la piste criminelle. L'enquête conclut par un tragique accident survenu alors que Lucidi tentait de capturer un moment palpitant pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Lucidi s'était forgé une réputation grâce à ses photos époustouflantes, prises depuis les points de vue les plus dangereux au monde. Des gratte-ciel de Dubaï aux tours près de Tchernobyl, ces clichés suscitaient autant d'admiration que d'inquiétude. En mars 2023, il avait publié une photo de lui suspendu au sommet d'une tour proche de Tchernobyl avec la légende « Ma zone de confort ». Ses abonnés étaient habitués à le voir dans des situations périlleuses, mais cette fois, le risque lui coûta la vie. Son dernier post, publié quelques jours avant sa mort, montrait une vue nocturne de Hong Kong depuis les hauteurs, géolocalisées à Times Square dans le quartier de Causeway Bay. Malgré le danger de ses activités, Lucidi semblait en bonne forme avant l'accident. Il avait réservé une chambre dans une auberge de jeunesse à Hong Kong le 17 juillet, 10 jours avant sa mort. Gurjit Kaur, la propriétaire de l'auberge, se souvenait de lui comme d'un invité sympathique et discret qui semblait heureux. Il était en forme, souriant et en bonne santé, a-t-elle déclaré lors d'une interview. « Je suis vraiment attristée ». Elle ignorait que sa prochaine aventure serait la dernière. Dans les jours qui suivirent sa mort, les fans et les explorateurs urbains exprimèrent leur chagrin sur les réseaux sociaux. Beaucoup louèrent son audace et sa quête d'aventure, tandis que d'autres soulignèrent les risques qu'il prenait. « Repose en paix, frère ». Une nouvelle que personne ne voudrait entendre à propos d'un compagnon explorateur, écrivit un internaute sur Instagram. La disparition de Lucidi bouleversa la communauté soudée des explorateurs urbains qui, comme lui, cherchaient tous les sommets et les endroits les plus dangereux pour partager leurs expériences. Sa mort relança également le débat sur la sécurité et l'éthique de telles pratiques. Bien que Lucidi soulignât souvent l'importance de la sécurité dans ses publications, la nature même de ses activités comportait une part de danger inévitable. Le 27 mars 2009, à Long Beach, en Californie, Jeff Twaddle, un marin de 54 ans, travaillait à bord du bateau Charter Gale Force. Connu pour sa nature chaleureuse et son sens de l'humour, Jeff participait ce jour-là à une sortie de pêche avec un groupe d'une vingtaine d'élèves du primaire de la Los Angeles Unified School District. Les enfants enthousiastes savouraient cette aventure en mer. Jeff adorait travailler avec les enfants et se donnait souvent à fond pour rendre leur sortie mémorable. Employé du Gale Force, appartenant au capitaine Dan Salas, depuis plusieurs années, Jeff était apprécié pour son expérience et sa personnalité joviale, tant par l'équipage que par les passagers. Alors que le bateau naviguait près de la digue, Jeff voulut amuser les enfants avec une plaisanterie.
Il attrapa un poisson appât et, dans l'intention de faire rire, mit le poisson dans sa bouche. Mais ce qui devait être une farce légère tourna rapidement au drame. Le poisson se coinça dans la gorge de Jeff. Les enfants, stupéfaits, regardèrent impuissants alors que la blague prenait une tournure catastrophique. Jeff perdit rapidement connaissance et s'effondra sur le pont. La panique s'empara de l'équipage et des élèves, réalisant la gravité de la situation. Les membres de l'équipage et les sauveteurs présents accoururent pour aider. Ils tentèrent de dégager le poisson de la gorge de Jeff et commencèrent des manœuvres de réanimation. Malgré leurs efforts désespérés, ils ne purent le sauver. La scène était chaotique, mêlant tentatives frénétiques de le réanimer et enfants témoins de cette terrible épreuve. Les services d'urgence furent rapidement appelés et les ambulanciers arrivèrent peu après. Jeff fut transporté au St. Mary Medical Center, mais il était déjà trop tard. Il fut déclaré mort à 13h15. La cause du décès fut attribuée à une aspiration de poisson, un accident tragique et imprévisible. Le capitaine Dan Salas exprima sa profonde tristesse face à cet événement, le qualifiant de tragédie inexplicable. La mort de Jeff eut un impact dévastateur sur tous ceux qui le connaissaient. Ce marin joyeux et attentionné était devenu la victime d'une tragédie inimaginable. Le Los Angeles Unified School District réagit rapidement pour soutenir les élèves traumatisés. Une note fut envoyée aux parents expliquant ce qui s'était passé et proposant un accompagnement psychologique pour les enfants. Ces derniers, profondément marqués par ce qu'ils avaient vu, avaient besoin d'un soutien pour surmonter cette expérience traumatisante. Jeff Twaddle fut rappelé comme un homme au grand cœur, passionné par son métier et apportant de la joie à beaucoup. Sa mort est un rappel poignant de la fragilité de la vie. Ce voyage de pêche, censé être une expérience amusante et éducative, s'est transformé en un événement déchirant que personne n'aurait pu prévoir. Un après-midi de septembre 2013, la communauté de Fern Creek dans le Kentucky fut frappée par une tragédie inimaginable. Ce qui avait commencé comme une innocente farce d'Halloween se transforma rapidement en un accident fatal qui coûta la vie à un adolescent local de 16 ans. Jordan Morlan n'était pas un adolescent ordinaire. Né à Abilene, au Texas, il avait grandi dans le Kentucky, où il était apprécié et admiré par tous ceux qui le connaissaient. Élève de seconde au lycée traditionnel de Fern Creek, il excellait sur le plan académique en tant qu'élève honoré. Membre de l'équipe de tir de la ROTC de l'école, Jordan nourrissait depuis longtemps le rêve de servir son pays dans le corps des Marines des États-Unis après l'obtention de son diplôme. Son avenir s'annonçait radieux, empreint d'ambition et de détermination. Mais il avait également un côté espiègle. Sa passion pour Halloween témoignait de son esprit créatif. Jordan était un jeune homme brillant et artistique qui ne reculait jamais devant l'idée d'ajouter une touche effrayante à la décoration de la maison familiale. Malheureusement, sa nature joueuse allait tragiquement contribuer à la perte de sa vie, laissant sa famille et ses amis dévastés par la brutalité et l'insensé de sa disparition. Sa passion pour cette fête était bien connue de ses proches. Des décorations macabres aux farces élaborées, il adorait tout ce qui touchait à Halloween. Ce dimanche de septembre, Jordan avait passé une grande partie de la journée à suspendre des décorations dans la cour, se préparant pour cette saison qu'il aimait tant. C'est au cours de ces préparatifs qu'une erreur fatale allait bouleverser à jamais le cours de sa jeune vie. Dans un moment de spontanéité, Jordan décida de monter une farce pour sa sœur. Il fabriqua un nœud coulant, l'un des accessoires d'Halloween, et pensa qu'il serait amusant de faire semblant d'être pendu à un arbre dans le jardin. Il passa le nœud autour de son cou et se positionna dans l'arbre, espérant effrayer gentiment sa sœur. Mais dans un tournant tragique, la blague tourna horriblement mal. En quelques secondes, le nœud se resserra autour du cou de Jordan, coupant l'oxygène qui alimentait son cerveau. Selon les rapports, il n'aura fallu que 20 à 30 secondes pour que Jordan perde connaissance. Sa sœur fut la première à le trouver. Pendue et inanimée dans l'arbre, horrifiée, elle courut prévenir leur mère, Ginger Rodriguez, qui se trouvait à l'intérieur de la maison en train de faire la lessive. Au départ, Ginger ne la crut pas, pensant que Jordan jouait encore une énième farce et que sa sœur l'aidait. Après tout, c'était typique de Jordan de plaisanter, surtout en période d'Halloween. Mais lorsqu'elle se précipita dehors et le vit, la réalité déchirante s'imposa, quelque chose avait terriblement mal tourné. Jordan était inconscient et bavait. Dans une tentative désespérée, Ginger essaya de couper son fils pour le libérer de l'arbre, mais il était trop haut et elle ne parvint pas à le soulever. Les secours arrivèrent rapidement, mais le temps qu'ils parviennent à libérer Jordan du nœud et à le transporter à l'hôpital, les dégâts étaient déjà irréversibles. Jordan fut placé sous assistance respiratoire, mais après 12 heures angoissantes, ses organes commencèrent à défaillir.
Malgré les efforts de l'équipe médicale, son état se détériora rapidement et il fut déclaré mort le lendemain à l'hôpital de l'université de Louisville. Le médecin légiste conclut que la mort de Jordan était un accident, une conséquence tragique de sa tentative innocente d'effrayer sa sœur. Dans les heures qui suivirent de son décès, le choc de l'incident pesa lourdement sur ses proches. Dévastée par la perte de son fils, Ginger Rodriguez prit la parole plus tard pour espérer que son histoire servirait d'avertissement à d'autres, les incitant à réfléchir à deux fois avant de tenter des blagues similaires. La tragédie de Jordan Morland reste un rappel poignant de la fragilité de la vie et des dangers inattendus qui peuvent surgir des actions les plus innocentes. Ce qui avait commencé comme un moment de jeu s'est transformé en un accident déchirant qui a abrégé la vie d'un adolescent vibrant et aimé. C'était le jour du Nouvel An 2015 à Saint-Joseph dans le Michigan. Christina Bond, une femme de 55 ans, était chez elle. Christina venait d'être élue déléguée républicaine pour le premier district de Saint-Joseph Charter Township. Elle était également mère de deux fils, Nicholas Christ et Noah Bond. Christina était reconnue pour sa force et sa résilience. Son fils Nicholas l'a décrite comme « la soldate la plus puissante de Dieu sur Terre ». Ancienne officier de la marine américaine, elle avait servi 2 ans comme policière militaire avant de devenir administratrice à la Southwest Michigan Community Action Agency. Ce jour-là, Christina ajustait un pistolet qu'elle portait dans un étui fixé à son soutien-gorge. Ce type d'étui, une invention relativement récente, est conçu pour permettre aux femmes de porter une arme de manière discrète. L'étui se fixe à l'avant du soutien-gorge, le pistolet étant dissimulé entre les seins grâce à une sangle reliée à l'étui en coque. Christina rencontrait des difficultés à bien ajuster son étui. Elle n'arrivait pas à le positionner correctement. En essayant de l'ajuster, la tête baissée, l'arme s'est accidentellement déclenchée. La balle l'a atteinte à l'œil. Le département de sécurité publique de Saint-Joseph a reçu un appel d'urgence et des agents ont été dépêchés au 396 Upton Drive. À leur arrivée, ils ont trouvé Christina blessée par balle à l'œil. Elle a été transportée d'urgence au Lakeland Hospital, puis évacuée par hélicoptère au Bronson Methodist Hospital de Kalamazoo. Malgré les efforts de l'équipe médicale, Christina est décédée le lendemain. Le directeur de la sécurité publique de Saint-Joseph, Mark Clapp, a fourni des détails sur l'incident. Il a expliqué au Kalamazoo Gazette que Christina avait des difficultés à ajuster son étui de soutien-gorge et qu'elle n'arrivait pas à le positionner comme elle le souhaitait. En baissant la tête pour l'ajuster, l'arme s'est déclenchée, mettant fin à sa vie de manière tragique. La mort de Christina a choqué sa communauté. Elle était un membre actif de son église, Road to Life Church, où elle avait été administratrice pendant 15 ans. Elle intervenait également à la prison du comté de Berrien, offrant soutien et conseil aux détenus. Sa foi et son dévouement envers sa communauté étaient évidents dans tous les aspects de sa vie. Carrie Lightfoot, propriétaire du magasin The Well-Armed Woman, a commenté la popularité croissante des étuis de soutien-gorge, soulignant que de plus en plus de femmes cherchent des moyens pratiques de porter une arme. C'est un choix naturel selon la taille de l'arme et, bien sûr, les préférences de la personne, a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur l'importance pour les femmes de disposer d'options variées, leur choix vestimentaire changeant souvent d'un jour à l'autre. La vie de Christina Bond était marquée par de nombreux accomplissements. Après son service dans la marine, elle s'était lancée dans le culturisme et avait remporté le titre de Miss Michigan Figure Overall Champion en 2013. Sa passion pour la santé et le fitness illustrait une fois de plus sa détermination et sa force. Son avis de décès, publié dans le Herald Palladium, mettait en avant ses nombreux rôles et réalisations. Christina avait perdu 2 frères avant elle et laissait derrière elle ses 2 fils. Dans un message émouvant sur Facebook, son fils Nicolas a exprimé sa peine et son admiration pour sa mère. Il a écrit « Ma mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. C'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. Elle me donne la force de défendre ce en quoi je crois. » Bien que le rapport d'autopsie complet n'ait pas encore été finalisé, les circonstances entourant la mort de Christina étaient claires. Elle ajustait son étui de soutien-gorge lorsque l'accident s'est produit. Les experts estiment que pour que l'arme se déclenche, elle a dû soit la déloger de l'étui, soit involontairement approcher son doigt de la gâchette en essayant d'ajuster l'étui. Cet incident tragique soulève des questions importantes sur la sécurité et la praticité de certains accessoires pour armes à feu. Les étuis de soutien-gorge, bien qu'offrant un moyen discret de porter une arme, peuvent poser des risques importants s'ils ne sont pas utilisés correctement.
La mort de Christina est un avertissement pour ceux qui utilisent ces dispositifs. C'était en 2011, par une nuit calme près de Luskville, au Québec, une petite ville située à environ 40 km au nord-ouest d'Ottawa. L'autoroute rurale était paisible, avec seulement quelques voitures en circulation. Vers 22h30, 2 véhicules roulaient en sens opposé le long de l'autoroute 148. Aucun des occupants ne savait que leurs trajectoires allaient bientôt se croiser de manière tragique. Une Pontiac Sunfire roulait vers l'est avec 2 jeunes hommes, un conducteur de 23 ans et son passager de 19 ans. Ils étaient probablement en pleine conversation normale, inconscients de ce qui allait se passer. Au même moment, un SUV, Nissan Pathfinder noir, se dirigeait vers l'ouest. La conductrice, une femme de 25 ans d'Ottawa, avait 2 passagers. Son petit ami de 28 ans assis à l'avant et un homme de 40 ans originaire de Gatineau, Québec à l'arrière. Ils étaient probablement concentrés sur leur destination, ignorant le danger imminent. Soudain, un ours noir mâle de 300 livres a surgi sur la route. C'était la saison des amours et les ours s'éloignent souvent de leur territoire habituel durant cette période. L'arrivée de l'ours sur la route était catastrophique. La Pontiac Sunfire a frappé l'ours avec force. En raison de la faible hauteur et de la conception de la voiture, l'ours a été projeté dans les airs. L'ours s'est envolé comme un projectile massif, traversant la route et percutant le pare-brise du Nissan Pathfinder. L'impact a été dévastateur, l'ours a traversé le pare-brise, tuant instantanément la conductrice de 25 ans et l'homme de 40 ans assis à l'arrière. Le corps de l'ours a continué à traverser le SUV, brisant la lunette arrière avant de s'arrêter finalement. De manière miraculeuse, le petit ami de la conductrice, assis sur le siège passager avant, n'a subi que des blessures légères. La scène était horrible. Le SUV était détruit, avec son pare-brise éclaté. Les véhicules de secours sont arrivés rapidement, et l'ours, qui était mort sur le coup, gisait immobile à proximité. La police et les secours ont sécurisé la zone et pris en charge les blessés. L'officier Martin Fournel, porte-parole de la police régionale, a décrit l'ours comme une « balle de 300 livres » en soulignant les dégâts horribles qu'il avait causés. Les 2 hommes dans la Pontiac Sunfire étaient indemnes mais indubitablement choqués par la série d'événements bizarres qu'ils venaient de vivre. Les enquêteurs ont cherché à reconstituer les détails de l'accident. L'alcool et la drogue ont été écartés et l'accent a été mis sur la vitesse des véhicules au moment de l'impact. La limite de vitesse sur ce tronçon de route était de 90 km/h, soit 56 miles à l'heure, et bien que les vitesses exactes n'aient pas été immédiatement connues, la gravité de l'impact suggérait que les voitures roulaient à une allure considérable. Les autorités locales ont fait remarquer que les collisions avec des cerfs étaient plus fréquentes dans la région, mais que les accidents impliquant des ours étaient extrêmement rares. Daniel Larocque, un guide de chasse local, a expliqué que durant la saison des amours, les ours mâles s'aventurent souvent loin de leurs habitats habituels, augmentant le risque de tels accidents. Cependant, des incidents de cette nature restaient hautement inhabituels. La nouvelle de l'accident s'est rapidement répandue, les médias couvrant cet événement choquant. Les photos du SUV détruit montraient bien l'ampleur des dégâts causés par l'ours. La communauté était sous le choc, luttant pour comprendre la soudaineté et l'horreur de cette tragédie. Les identités des victimes ont d'abord été retenues pour respecter la vie privée de leur famille. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu évident qu'il s'agissait d'un accident imprévisible qui aurait été difficilement évitable. L'apparition soudaine de l'ours et la collision qui a suivi étaient un rappel tragique de l'imprévisibilité de la vie. Le 27 octobre 2024, à Queens, New York, Christelle Romero, une adolescente de 13 ans originaire de Brooklyn, passait du temps avec son amie de 12 ans, dont le nom est resté confidentiel. Réputées pour leur goût de l'aventure, elles cherchaient souvent à vivre des sensations fortes à travers des activités risquées. Ce jour-là, leur quête de frissons les conduisit à la station de métro St. Anne's Street, où elles décidèrent de pratiquer le subway surfing, une activité dangereuse mais de plus en plus populaire chez les adolescents. Le subway surfing consiste à grimper sur l'extérieur d'un train en mouvement, une tendance qui a déjà causé plusieurs incidents tragiques. Les 2 jeunes filles montèrent sur le toit d'un train en partance de la station, espérant ressentir l'adrénaline et obtenir une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux. Mais alors que le train prenait de la vitesse, elles perdirent soudainement l'équilibre. Christelle chuta sur les rails, tandis que son amie, grièvement blessée, survécut à la chute. Un voyageur à proximité entendit le bruit et remarqua que les lumières du train s'étaient atténuées lorsqu'il s'arrêta. Les secours furent appelés immédiatement. La police de New York arriva sur les lieux et trouva Christelle inanimée. Elle fut déclarée morte sur place. Son amie, quant à elle, fut transportée en urgence à l'hôpital, souffrant de graves blessures, dont une fracture du crâne.
2 jours plus tard, lors d'une conférence de presse, Jan Oliber, président-directeur général de la Metropolitan Transportation Authority, MTA, exprima sa tristesse et sa frustration face à ce drame. Il déclara combien il était déchirant pour les familles et la communauté de perdre de jeunes vies à cause de ces cascades dangereuses. Le 28 octobre, le maire Eric Adams partagea son chagrin sur les réseaux sociaux, insistant sur les dangers liés à la recherche de gloire sur les plateformes numériques. Il appela les New-Yorkais et les réseaux sociaux à sensibiliser sur ces risques, rappelant qu'aucun poste ne valait le prix d'une vie humaine. Maria Elena Ortiz, la mère de Christelle, dévastée, s'exprima à travers un traducteur, suppliant les autres adolescents de ne pas s'engager dans de telles activités. Elle rappela la douleur que cela causait aux familles. Un ami de la famille expliqua que la participation de Christelle au subway surfing fut une surprise, car sa mère l'avait mise en garde contre ce danger. Selon lui, Christelle avait pris ce risque pour obtenir des likes sur les réseaux sociaux, illustrant l'attraction dangereuse exercée par la quête d'attention en ligne. Malheureusement, cet incident n'était pas isolé. La mort de Christelle marqua la 6e fatalité liée au subway surfing à New York en 2024. Une semaine auparavant, un autre adolescent de 13 ans, Adolfo Sorzano, avait également perdu la vie en pratiquant cette activité dans Queens. Malgré les avertissements de ses parents après avoir découvert des vidéos similaires sur son téléphone, Adolfo avait continué jusqu'à ce qu'un accident tragique survienne. Sa famille le décrivit comme un garçon plein de rêves, parti trop tôt. Parmi les autres jeunes victimes figure Alam Reyes, 14 ans, décédé en janvier après être tombé d'un train à Coney Island, un adolescent de 13 ans mort en juin dans le Bronx, et Anthony Bagwandin, 15 ans, tué en juillet lors d'une tentative à Queens. Plus récemment, en septembre, Caden Thompson, 11 ans, perdit la vie en pratiquant le subway surfing à Brooklyn. Après cet accident, l'oncle de Caden, âgé de 15 ans, jura de ne plus jamais tenter cette activité et exhorta les autres enfants à y renoncer pour préserver leur vie. En réponse à ces tragédies, la Metropolitan Transportation Authority et la police de New York intensifièrent leurs efforts pour prévenir le subway surfing. La MTA lança une campagne intitulée Subway Surfing Kills, Ride Inside, Stay Alive, accompagné de messages sur les réseaux sociaux et d'annonces publiques pour mettre en garde contre ces dangers. Lieber souligna également l'importance de surveiller et de supprimer les vidéos de subway surfing sur les plateformes numériques et appela les parents et les écoles à éduquer les enfants sur les risques encourus. Le maire Adams aborda également le rôle des réseaux sociaux dans l'influence des jeunes, comparant leur impact à celui des films sur les comportements des enfants. Il expliqua que les réseaux sociaux avaient radicalisé et détourné les jeunes esprits, soulignant que ce problème dépassait le cadre du subway surfing et nécessitait une sensibilisation à grande échelle. Le message des responsables et des familles endeuillées est clair, le subway surfing n'est pas un jeu et les risques sont bien réels. Alors que ces histoires déchirantes continuent d'émerger, ils espèrent que les jeunes prendront conscience des graves conséquences de cette activité dangereuse. C'était une nuit froide d'avril 2014 à Saint-Pétersbourg, en Russie. La ville était calme, la plupart des habitants restant chez eux. Mais pour Ksenia Ignatieva, 17 ans, cette nuit avait une attirance particulière. Ksenia était une photographe amateur qui aimait capturer le monde à travers son objectif. Avec le temps, sa passion pour la photographie avait grandi, l'amenant à chercher des prises de vue de plus en plus audacieuses et dramatiques. Cette nuit-là, Ksenia avait prévu de photographier un pont ferroviaire dans le district de Krasnogvardeïski. Ce vieux pont imposant lui semblait être l'endroit idéal pour son prochain cliché. Elle imaginait les rails disparaissant dans l'obscurité, créant une image saisissante. Elle avait récemment acheté un nouvel appareil photo grâce à l'argent d'un travail d'été, impatiente de l'utiliser pour ce moment précis. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision allait lui coûter la vie. Ksenia était habituée aux hauteurs. Comme beaucoup de jeunes en quête de sensations fortes, elle participait à une tendance consistant à escalader des structures élevées, toits, grues, ponts, pour prendre des photos. Le danger ne l'effrayait pas. Au contraire, il rendait l'expérience encore plus excitante. Ce soir-là, son amie Oksana Jankova, également âgée de 17 ans, l'accompagnait. Bien qu'Oksana ne partageât pas la même passion pour les aventures risquées, elle soutenait son amie. Tandis que Ksenia commençait à grimper le pont, Oksana restait en bas, l'observant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Arrivée au sommet, Ksenia était euphorique. Mais au moment de prendre le selfie, quelque chose tourna mal. Que ce soit à cause du vent, d'un faux mouvement ou de la précarité de sa position, Ksenia perdit l'équilibre.
Elle comprit qu'elle chutait et instinctivement tenta d'attraper quelque chose pour se retenir. Sa main agrippa un câble, mais cela aggrava encore la situation. Le câble était sous tension, transportant 1500 volts d'électricité. Dès que Xenia le toucha, une décharge traversa son corps. Le choc fut immédiat et violent, provoquant la contraction de ses muscles et lui faisant lâcher prise. Elle tomba de 9 mètres sur le béton en contrebas. L'impact fut fatal. Oksana, restée au pied du pont, fut témoin de toute la scène. Elle vit son amie tomber et resta figée de stupeur. Elle se précipita vers Xenia, mais il était déjà trop tard. Lorsque les services d'urgence arrivèrent, alertés par un signalement d'enfant sur le pont, ils trouvèrent Oksana en état de choc, incapable de bouger, écrasée par la douleur. La police sécurisa les lieux, mais il n'y avait plus rien à faire. Xenia n'était plus. La jeune photographe qui avait grimpé sur le pont pour immortaliser le moment parfait avait payé de sa vie. L'enquête permit de reconstituer les événements tragiques de cette nuit. La grand-mère de Xenia, Olga, fut dévastée par la nouvelle. Elle décrivit Xenia comme une jeune fille pleine de vie et de passion. Selon Olga, Xenia avait choisi ce pont pour son potentiel dramatique, espérant combiner les rails, la hauteur et le ciel nocturne dans un cliché parfait. Mais l'histoire se termina en tragédie. Les enquêteurs notèrent que Xenia aurait pu être encore en vie quelques instants après sa chute, mais la décharge électrique avait probablement causé sa mort. Cette tragédie fut un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle une quête de sensations fortes pouvait mal tourner. Son histoire devint un exemple des dangers de la recherche de photos risquées dans des lieux dangereux. Des experts, comme le psychologue Martin Voigt, soulignèrent que les jeunes prenaient des risques de plus en plus grands pour capturer l'image parfaite. Pour la famille et les amis de Xenia, ces explications n'apportèrent aucun réconfort. La passion de Xenia pour la photographie, autrefois source de joie, s'était transformée en une fin tragique. Ce qui avait commencé comme un simple défi entre amis se transforma rapidement en un concours fatal lorsque Subhash Yadav, un homme de 42 ans originaire de l'Inde, tenta quelque chose d'incroyable, laissant une famille en deuil et soulevant des questions sur les dangers liés à l'engagement dans tout type d'excès. Père de 4 filles, issu d'un mariage précédent, Subhash Yadav, 42 ans, s'était remarié seulement 9 mois plus tôt et se préparait à accueillir un 5e enfant dans sa vie. Malgré son rôle de pourvoyeur et ses aspirations futures, une décision impulsive de participer à un défi alimentaire allait abréger sa vie. Le jour de l'incident, Yadav et un ami étaient allés au marché local dans l'intention de manger des œufs, un aliment de rue courant dans la région. Cependant, une vive dispute éclata entre les deux hommes et dans un moment de bravade, ils décidèrent de régler leur désaccord par un défi. Celui qui pourrait manger 50 œufs gagnerait un prix de 2000 roupies, soit environ 21 livres. Un pari amical pour résoudre un différend, mais la tâche elle-même était loin d'être triviale. Après avoir réussi, et assez impressionnamment, à manger 41 œufs, Yadav tenta de croquer dans le 42e œuf mais s'effondra soudainement. Les témoins de la scène l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais à mesure que son état se détériorait, il fut transféré à l'Institut de sciences médicales postgradué Sanjay Gandhi. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, il ne reprit jamais connaissance et mourut peu après. Les experts médicaux attribuèrent sa mort à des complications dues à une indigestion extrême. La cause exacte de son décès reste inconnue, mais il existe plusieurs, bien que peu fréquentes, façons dont une personne peut mourir d'une suralimentation en une seule fois. Bien que les œufs soient eux-mêmes une riche source de protéines, et généralement considérés comme sains, le problème réside dans le volume de nourriture consommée en peu de temps. Manger en excès, surtout en quantités extrêmes, peut, dans les cas extrêmes, entraîner une rupture gastrique, où la paroi de l'estomac se déchire sous la pression. Une autre possibilité, moins fréquente qu'une rupture, est une déchirure de Mallory-Weiss, une condition où il y a déchirement de l'œsophage au niveau de la jonction gastro-œsophagienne. Cependant, le scénario le plus courant reste le vomissement dû à une suralimentation, ce qui peut également entraîner une rupture de l'œsophage. Dans le cas de Yadav, les médecins suggérèrent que la consommation excessive d'œufs ait pu déclencher des complications aiguës, entraînant son effondrement soudain et son décès éventuel. Les incidents tragiques, comme celui-ci, mettent également en lumière l'aspect psychologique des défis alimentaires. Dans un moment d'émotion intense ou de compétitivité, les individus peuvent pousser leur corps au-delà des limites sûres, sans réaliser les risques potentiellement fatals. Ce qui pourrait sembler être un défi audacieux ou amusant peut rapidement dégénérer en une situation menaçant la vie, comme ce fut le cas pour Subhash Yadav. La famille de Yadav choisit de ne pas commenter publiquement l'accident, probablement accablée par le chagrin et l'incrédulité face à la perte soudaine de leurs proches. Sa mort laissa derrière une femme, des filles et un enfant à naître, qui doivent maintenant faire face à la difficile tâche de vivre sans père et mari.
Le 5 février 1921, à Détroit, dans le Michigan, Thomas Lynn Bradford, un homme d'une quarantaine d'années, a pris une tournure mystérieuse dans sa vie. Connu pour sa forte croyance dans le spiritisme, Bradford était fermement convaincu de l'existence des esprits et d'une vie après la mort. Sa vie s'est brusquement arrêtée cette nuit-là, dans des circonstances qui allaient intriguer de nombreuses personnes par la suite. Bradford avait mené une vie riche en expériences. Il avait travaillé comme ingénieur électricien, athlète professionnel et même acteur. Mais dans ces dernières années, il s'était passionné pour le spiritisme, persuadé que les esprits pouvaient communiquer avec les vivants. Cette passion l'avait amené à écrire des essais, donner des conférences publiques et même se faire connaître comme médium dans la région de Détroit. Quelques semaines avant sa mort, Bradford avait publié une annonce dans un journal local cherchant quelqu'un intéressé par les sciences spiritualistes. Cela avait attiré l'attention de Ruth Doran, une écrivaine issue d'une famille notable de Détroit. Bien que Doran ait des convictions religieuses et aucune expérience avec le spiritisme, sa curiosité pour les intentions de Bradford l'avait poussé à le rencontrer. Lors de leurs échanges, il lui avait révélé son ambitieux projet, prouver que les esprits pouvaient entrer en contact avec les vivants. Ce soir de février, Bradford avait scellé son appartement, éteint la veilleuse de son chauffage et rempli la pièce de gaz. La police avait ensuite découvert son corps ainsi qu'un manuscrit inachevé contenant un message sur la preuve de l'existence des esprits. Les autorités avaient supposé qu'il s'agissait d'un acte délibéré mais peinant à comprendre ses motivations. Doran avait été interrogé et avait affirmé que, bien que Bradford lui ait parlé de ses théories, il n'avait jamais évoqué l'idée de mettre fin à ses jours dans le cadre de son expérience. Elle insistait sur le fait qu'elle ignorait totalement ses intentions. Sans preuve de crime, l'affaire avait été classée. Doran, cependant, s'était sentie obligée de poursuivre l'expérience de Bradford. Elle avait réuni un groupe de spiritualistes de Détroit et organisé plusieurs séances de spiritisme dans le but de contacter l'esprit de Bradford. Malheureusement, aucune de ces tentatives n'avait abouti. Pourtant, Doran restait optimiste. Dans une interview accordée au New York Times en février, elle avait déclaré que si Bradford pouvait communiquer depuis l'au-delà, il chercherait à la contacter en premier. Elle avait exprimé sa foi dans les théories de Bradford et promis d'attendre un signe de sa part. Peu après, une spiritualiste nommée Lulu Mack avait affirmé avoir été en contact avec l'esprit de Bradford. Mack, qui ne connaissait rien de la vie de Bradford, avait ressenti une présence qui cherchait à l'atteindre. Lors d'une séance, elle avait rapporté avoir entendu une voix faible appeler le nom de Bradford. Mack avait expliqué que, Bradford ayant récemment traversé dans l'au-delà, son esprit n'était pas encore assez fort pour communiquer directement avec Doran. Elle suggérait qu'il avait besoin de temps pour se renforcer. Malgré les affirmations de Mack, aucune preuve concrète n'avait confirmé la réussite de l'expérience de Bradford. Doran, déterminée à obtenir des réponses, avait organisé une autre séance. Au cours de celle-ci, elle avait soudainement affirmé entendre la voix de Bradford. Elle disait qu'il avait réussi à la joindre et avait commencé à dicter un message qu'elle croyait provenir de lui. Le message était à la fois fascinant et troublant. L'esprit de Bradford décrivait un passage paisible vers un autre royaume et mentionnait que l'au-delà n'était pas si différent de ce qu'il avait imaginé. Il parlait d'un sentiment de paix et disait être entouré de personnes partageant des croyances similaires. Il décrivait cette nouvelle existence comme remplie de bonheur et libérée des fardeaux de la vie. Bien qu'il ait affirmé ne pas regretter ses actions, il admettait encore apprendre à naviguer dans cette nouvelle réalité. Après avoir transmis le message, Doran s'était effondrée, insistant par la suite sur le fait qu'elle avait réellement communiqué avec l'esprit de Bradford. Malgré sa conviction, le public et la communauté spiritualiste restaient sceptiques. Aucune preuve tangible n'appuyait les dires de Doran et l'affaire avait rapidement sombré dans l'oubli. Doran et Mack avaient disparu de la scène publique sans laisser de traces d'autres tentatives pour contacter Bradford. Le legs de Bradford restait une histoire étrange et tragique. Aucun autre rapport n'avait fait état de contact réussi avec son esprit et son expérience demeurait un récit inhabituel dans l'histoire du spiritisme à Détroit. C'était un matin froid, le 21 janvier 2023, à Gouda Springs, dans le Kansas. Joseph Austin Smith, un plombier de 32 ans originaire de Wichita, s'apprêtait à partir pour une sortie de chasse. Connu pour son amour de la nature et de la chasse, Joseph était également un musicien passionné et un homme de famille apprécié de tous. Il partageait souvent ses aventures et son quotidien sur les réseaux sociaux où son humour et sa gentillesse étaient évidents. Ce matin-là, Joseph était accompagné de son chien fidèle, qui n'était pas seulement un animal de compagnie, mais bien un membre de la famille. Le pick-up de Joseph était rempli de matériel de chasse. Sur la banquette arrière, un fusil chargé reposait avec le reste de l'équipement.
Joseph venait de s'installer sur le siège passager, prêt pour une journée placée sous le signe de la chasse. Vers 9h40, l'impensable s'est produit. Son chien, se déplaçant sur la banquette arrière, a marché sur le fusil, déclenchant un coup de feu. La balle a touché Joseph dans le dos et il est mort sur le coup. Le bureau du shérif du comté de Sumner a rapidement répondu à l'appel d'urgence signalant l'incident. Les agents sont arrivés sur les lieux en quelques minutes et ont immédiatement tenté des manœuvres de secours, mais il était déjà trop tard. Joseph a été déclaré mort sur place. L'enquête a révélé la séquence tragique des événements. Le chien avait accidentellement déclenché le fusil, causant la décharge mortelle. La nouvelle de la mort de Joseph a choqué la petite communauté de Gouda Springs ainsi que sa ville natale, Wichita. Ses amis et sa famille étaient dévastés par la perte d'un homme décrit comme gentil, drôle et toujours prêt à illuminer la journée de quelqu'un. Son ancien patron, Chris Brown, propriétaire de Brown's Plumbing Services, se souvenait de Joseph comme la personne la plus unique qu'il ait eu le plaisir de rencontrer. Chris Brown a lancé une collecte de fonds sur GoFundMe pour aider la famille de Joseph à couvrir les frais des funérailles. Il a écrit des mots sincères au sujet de Joseph, soulignant à quel point il savait faire rire tout le monde, même dans les moments les plus difficiles. « Joe avait toujours quelque chose pour nous remonter le moral », a-t-il écrit. La campagne a rapidement reçu du soutien, recueillant plus de 19 000 $ pour aider la famille de Joseph en cette période difficile. Jessica, une collègue et amie, partageait les mêmes sentiments que Chris. Elle a décrit Joseph comme un homme vraiment incroyable qui avait le don de faire sourire les gens. Chaque fois qu'il entrait dans la pièce, il faisait sourire quelqu'un. Joe va manquer énormément à tant de personnes. Ces hommages étaient accompagnés de nombreuses photos de Joseph, le montrant en train de jouer de la guitare sur scène, souriant avec ses amis et sa famille, et passant du temps avec son chien bien-aimé. La sœur de Joseph, Kayla Bing, a partagé sa peine sur les réseaux sociaux, publiant plusieurs photos de son frère et exprimant sa tristesse. « Maestro Joe, un virtuose avec une âme funk, ce n'était pas censé être toi, mon frère », a-t-elle écrit. Les photos montraient un homme plein de vie, passionné de musique et aimant envers son entourage. Cet incident a également attiré l'attention sur les dangers rares mais réels des tirs accidentels impliquant des animaux de compagnie. Bien que de tels incidents soient peu communs, ils rappellent l'importance de la sécurité des armes. Ces dernières années, d'autres cas notables de chiens ayant accidentellement déclenché des armes à feu ont conduit à des blessures et à des décès. Ces incidents montrent le caractère imprévisible des accidents et l'impact dévastateur qu'ils peuvent avoir sur les familles et les communautés. La mort de Joseph a laissé un vide dans la vie de ceux qui le connaissaient et l'aimaient. En tant que musicien, plombier et homme de famille, il a touché de nombreuses vies par sa gentillesse et son humour. Sa disparition tragique et inattendue nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque instant. En octobre 2008, à Bruxelles, en Belgique, Agi, un étudiant de 20 ans, avait l'habitude de cuisiner en grande quantité pour gagner du temps pendant sa semaine chargée. Un dimanche, il prépara un grand plat de spaghettis à la sauce tomate, qu'il comptait consommer tout au long de la semaine. Cependant, au lieu de le conserver au réfrigérateur, il laissa le plat à température ambiante. 5 jours plus tard, après une journée fatigante à l'école, Hadji rentra chez lui affamé, réchauffa rapidement une portion de pâtes au micro-ondes et les mangea. Peu après, il sortit rejoindre des amis pour faire du sport, ignorant que ce repas rapide aurait des conséquences dramatiques. Peu après avoir mangé, Hadji remarqua que les pâtes avaient un goût légèrement étrange, mais il n'y prêta pas attention pensant que cela venait de la sauce. En moins de 30 minutes après avoir retrouvé ses amis, il commença à se sentir mal, maux de tête, nausées et crampes abdominales. Il rentra en urgence chez lui, mais ses symptômes s'aggravèrent rapidement, se transformant en vomissements sévères et diarrhée intense. Épuisé, il but de l'eau et s'allongea, ignorant la gravité de son état. Vers minuit, il subit une nouvelle crise de diarrhée mais ne chercha toujours pas d'aide médicale. Ses parents, inconscients de sa situation, le trouvèrent le lendemain matin. Tragiquement, Hadji était décédé dans la nuit, victime d'une insuffisance hépatique aiguë causée par une rare intoxication alimentaire. Une autopsie révéla qu'Hadji était mort vers 4 heures du matin, environ 10 heures après avoir consommé les pâtes. Les analyses des restes du plat montrèrent des niveaux élevés de Bacillus cereus, une bactérie connue pour provoquer des toxi-infections alimentaires. Cette bactérie produit des toxines responsables de symptômes bénins comme les nausées et les vomissements. Mais dans de rares cas, ces toxines peuvent déclencher une réaction grave appelée nécrose hépatique, où les tissus du foie se détériorent, entraînant une défaillance organique. Des années plus tard, un médecin américain, le Dr Bernard, partagea l'histoire d'Hadji sur sa chaîne YouTube, attirant plus de 2 millions de vues. Il expliqua que si les intoxications alimentaires entraînent rarement de telles issues fatales, les toxines de cette bactérie avaient directement affecté le foie d'Hadji, provoquant une défaillance rapide.
Même s'il s'était rendu à l'hôpital, le temps nécessaire pour identifier la bactérie aurait probablement été trop long pour éviter cette issue tragique. Bacillus cereus est une bactérie sporulente qui prolifère dans les aliments riches en amidon comme les pâtes et le riz, surtout lorsqu'ils sont laissés à température ambiante. Dans le cas d'Agi, les spaghettis étaient restés hors du réfrigérateur pendant 5 jours, permettant aux bactéries de se multiplier et de produire des toxines en quantité dangereuse. Ces toxines sont résistantes à la chaleur, ce qui signifie que réchauffer les aliments ne suffit pas à éliminer le risque. Une étude, publiée dans le Journal of Clinical Microbiology, appuya les avertissements du Dr Bernard, soulignant l'importance d'une conservation correcte des aliments, en particulier ceux riches en amidon, facilement contaminés. Bien que le rapport n'ait pas pu prouver de manière définitive que Bacillus cereus était la seule cause du décès d'Agi, il démontra la capacité de cette bactérie à produire des toxines puissantes nécessitant une manipulation rigoureuse pour éviter les maladies graves. L'histoire, relayée sur les réseaux sociaux comme TikTok et Reddit, provoqua un choc général. De nombreux utilisateurs avouèrent avoir souvent mangé des restes laissés à température ambiante pendant 1 ou 2 jours, ignorant les risques. Le terme syndrome du riz frit gagna en popularité, en référence à la contamination par Bacillus cereus, souvent associée au riz réchauffé. Un utilisateur de Reddit confessa qu'il avait déjà mangé des parts de pizza laissées dehors toute la nuit, sans savoir les risques encourus. Un autre partagea qu'il conservait des restes pendant 3 jours, sans s'inquiéter, mais qu'il ferait désormais plus attention. Cette histoire tragique devint un signal d'alarme, mettant en lumière un manque de connaissances sur la sécurité alimentaire. Le message est clair, bien conserver les aliments est essentiel. Les restes doivent être refroidis et placés au réfrigérateur dans l'heure suivant leur cuisson pour éviter la prolifération bactérienne. Bien que le décès d'Agi soit un cas rare, d'autres cas mortels avaient été documentés, rappelant l'importance d'une bonne hygiène alimentaire. Si l'intoxication par Bacillus cereus est généralement bénigne, elle peut, dans de rares cas, affecter gravement le foie et entraîner des issues fatales. En respectant des pratiques de sécurité alimentaire simples, notamment avec les restes, on peut prévenir des situations tragiques comme celle-ci. C'était une belle journée ensoleillée d'août 2012 à Rawdon, au Québec. Maria Pantazopoulos, une agente immobilière de 30 ans, était enthousiaste à l'idée de participer à une séance photo Trash the Dress. Cette tendance consistait à porter sa robe de mariée dans des cadres inhabituels, souvent en extérieur ou près de l'eau, pour créer des photos mémorables et uniques. Maria, qui s'était mariée le 9 juin, voulait célébrer son mariage en prenant ses clichés spéciaux. Maria avait de nombreuses raisons d'être heureuse. Elle venait d'acheter une maison à Laval, de commencer un nouvel emploi chez Via Capital et de revenir d'une lune de miel de rêve dans les Caraïbes. Sa joie de vivre était bien connue de ses proches. Une amie de la famille, Lisa Pouzoulidis, a déclaré « Elle était heureuse ». Maria voyait cette séance photo comme une façon amusante d'immortaliser des souvenirs dans sa robe de mariée, plutôt que de la laisser prendre la poussière dans un placard. Ce vendredi-là, Maria et son photographe, Louis Pagakis, se rendirent à la rivière Ouaro, à Rawdon, à environ 75 km au nord-est de Montréal. L'endroit, pittoresque, était idéal pour la séance photo. Le plan était de capturer des clichés ludiques de Maria dans sa robe de mariée au bord de l'eau. Elle avait confié à ses amis « Je veux m'amuser avec ma robe de mariée et créer de magnifiques souvenirs ». En arrivant sur place, tout semblait parfait. L'eau était calme et le cadre paisible. Maria enfila sa robe de mariée et entra dans l'eau peu profonde, excitée par l'expérience. Louis commença à prendre des photos alors que Maria s'amusait à éclabousser l'eau autour d'elle, pleinement dans l'instant. Cependant, les choses prirent une tournure tragique lorsqu'elle s'avança dans des eaux plus profondes. Sa robe commença à absorber l'eau, devenant extrêmement lourde. Malgré tout, Maria souhaitait continuer et demanda à Louis de prendre des photos d'elle flottant dans l'eau. En avançant davantage, la robe se gorgea encore plus d'eau, l'attirant vers le bas. Conscient du danger, Louis se précipita pour l'aider. Il cria à l'aide et tenta de ramener Maria vers l'eau peu profonde, mais sa robe, alourdie par l'eau, faisait office d'ancre, rendant la tâche impossible. Maria, paniquée, s'agrippa à Louis, le faisant involontairement couler avec elle. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait rien faire face au poids de la robe. Ses derniers mots furent déchirants. « Je n'en peux plus, c'est trop lourd. » Vers 14 heures, Maria disparut sous l'eau. Louis plongea frénétiquement à plusieurs reprises pour essayer de la retrouver. Mais le courant et le poids de la robe rendaient cela impossible. Peu de temps après,
2 policiers arrivèrent et se joignirent aux recherches. Un plongeur, ayant entendu parler de l'accident, se porta également volontaire pour aider. Après plusieurs heures de recherche, le plongeur retrouva le corps de Maria aux alentours de 16h30. Cet accident tragique laissa tout le monde sous le choc. La mort de Maria dévasta son lieu de travail et sa communauté. Ses collègues de Via Capitale étaient inconsolables. Joanne Grenier, une collègue agente immobilière, décrivit Maria comme appréciée de tous. « Pour nous, aujourd'hui est une journée vraiment triste », dit-elle. Maria était reconnue comme une personne forte, généreuse et pleine de vie. Sa famille fut plongée dans un profond chagrin. Les parents et le frère de Maria furent bouleversés par cette perte soudaine. Au nom de la famille, Lisa Poussoulidis exprima leur gratitude envers la Sûreté du Québec et les premiers intervenants. La famille appela également à une meilleure sécurité autour des rivières pour éviter de tels accidents à l'avenir. Le photographe, Louis, était trop bouleversé pour parler aux médias après l'incident. Son épouse, Anouk Benzacar, expliqua que Maria était passée d'une zone peu profonde à une zone plus profonde où sa robe devint trop lourde, rendant tout sauvetage impossible pour Louis. À la suite de cet événement tragique, d'autres photographes avertirent les mariés des risques des séances « Trash the Dress », notamment celles impliquant de l'eau. Le photographe Mario Michaud rappela une expérience similaire aux chutes d'Orwin, où un accident avait failli se produire lors d'une séance photo en milieu aquatique. Heureusement, cette situation avait eu une issue différente, mais elle soulignait les dangers potentiels. L'histoire de Maria Pantazopoulos est un exemple déchirant de la rapidité avec laquelle un moment joyeux peut devenir tragique. Ce qui devait être une séance photo amusante et unique s'est transformé en un accident imprévu et dévastateur, laissant sa famille et ses amis pleurer la perte d'une femme pleine de vie et d'amour. En 2011, à Kazan en Russie, Fagiliu Mukhamedyanov, une femme de 49 ans, menait une vie paisible avec son mari, Fagili Mukhamedyanov, âgé de 51 ans. Leur quotidien était rassurant et familier, mais un jour, tout bascula brusquement lorsque Fagiliu ressentit de violentes douleurs à la poitrine. Fagili, très inquiet, la conduisit en urgence à l'hôpital. Les médecins l'examinèrent et conclurent qu'elle avait subi une crise cardiaque massive. À l'horreur de sa famille, les médecins déclarèrent son décès. La nouvelle fut un choc terrible. Fagili était anéanti par la perte de la femme avec qui il avait partagé sa vie. La famille s'empressa d'organiser ses funérailles selon les traditions locales. 2 jours plus tard, la famille se rassembla pour faire ses adieux. Les funérailles de Fagiliu eurent lieu avec un cercueil ouvert, comme le voulait la coutume. Les proches et amis défilèrent pour lui rendre hommage, pleurant et priant pour le repos de son âme. L'atmosphère était empreinte de chagrin et de douleur, les prières résonnant pour qu'elle trouve la paix dans l'au-delà. Puis, un événement stupéfiant se produisit. Les yeux de Fagiliu s'ouvrirent soudainement. La femme soi-disant morte avait repris connaissance. Elle réalisa qu'elle se trouvait dans un cercueil, entourée de personnes en deuil. Sous le choc de cette découverte, elle se mit à crier. Les personnes présentes, abasourdies et effrayées, restèrent figées devant cette scène incroyable. Fagili réagit immédiatement. Avec l'aide des membres de sa famille, il la ramena en urgence à l'hôpital. Cette fois, ce n'était plus une simple course contre la montre, mais une tentative désespérée de gérer l'état de choc dans lequel elle se trouvait. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, Fagiliu ne vécut que 12 minutes supplémentaires en soins intensifs avant de s'éteindre à nouveau, cette fois de manière définitive. Sa seconde mort fut confirmée comme étant due à une insuffisance cardiaque, une fin tragique à un événement déjà éprouvant. La famille, sous le choc et la colère, peinait à accepter la situation. Fagili en particulier était profondément indigné. Il ne comprenait pas comment les médecins avaient pu commettre une erreur aussi grave. Sa femme avait été déclarée morte alors qu'elle ne l'était pas. Il était convaincu que si cette erreur avait été détectée plus tôt, elle aurait peut-être eu une chance de survivre. L'hôpital ouvrit une enquête pour comprendre ce qui avait mal tourné. Comment une erreur aussi cruciale avait-elle pu se produire? La famille, et surtout Fagili, exigeaient des réponses. Ils voulaient savoir pourquoi Fagiliu avait été déclarée morte alors qu'elle était encore en vie. Ce diagnostic erroné avait non seulement provoqué une immense douleur, mais également offert une expérience traumatisante à tous les proches. Ce drame n'était pas un cas isolé. Des exemples de personnes déclarées mortes à tort avaient été rapportés à travers le monde. Par exemple, un homme au Brésil avait réapparu vivant à ses propres funérailles et un bébé prématuré au Paraguay s'était réveillé avant ses obsèques pour décéder peu de temps après. Ces incidents soulèvent de sérieuses questions sur les protocoles et contrôles en vigueur dans les établissements médicaux. Pour Fagili, la perte était immense.
Il envisageait de poursuivre l'hôpital en justice pour l'erreur qui avait conduit à la mort prématurée et traumatisante de sa femme. Il souhaitait obtenir justice pour Fagiliou et espérait qu'un tel drame ne se reproduirait pas dans une autre famille. L'enquête menée par l'hôpital cherchait à déterminer comment les médecins avaient pu se tromper à ce point. Quelles mesures avaient échoué, conduisant à la déclaration erronée du décès de Fagiliou? Comment avait-il pu passer à côté des signes de vie? Ces questions exigeaient des réponses, tant pour la famille Moukhametianov que pour tous ceux qui placent leur confiance dans les professionnels de santé. L'histoire de Fagiliou Moukhametianov est un récit bouleversant d'une erreur médicale aux conséquences fatales. Elle rappelle tragiquement l'importance de l'exactitude et de la rigueur dans les diagnostics médicaux. Le 21 février 2004, à Ottawa, au Canada, Amer Jinnah, un étudiant en ingénierie de 20 ans à l'université Carleton, fêtait son anniversaire. Connu pour son intelligence, sa gentillesse et son sens de l'humour, Amer était mature pour son âge et ses amis l'admiraient pour cela. Ce soir-là, il organisait une petite fête dans son appartement au 11e étage du 199 Ken Street, entouré de ses amis proches. La fête était animée, remplie de rires et de discussions typiques d'un groupe d'étudiants universitaires proches. Au fil de la soirée, ils ont lancé un jeu innocent, un concours de crachats depuis le balcon de l'appartement. Mais ce qui avait commencé comme un simple amusement a rapidement tourné au drame. Amer, compétitif de nature, voulait gagner. Il pensait qu'en courant vers le balcon, il obtiendrait l'élan nécessaire pour cracher le plus loin possible. S'appuyant sur ses calculs rapides de trajectoire et de vitesse, il a entrepris son tour en toute confiance. Mais aux alentours de 23 heures, les choses ont terriblement mal tourné. L'élan d'Amer l'a poussé au-delà de la rambarde du balcon. Et en une fraction de seconde, il est tombé 11 étages plus bas. Ses amis étaient pétrifiés, incapables de réaliser l'ampleur de la tragédie qui venait de se produire. Jason Armstrong, le garde de sécurité en service cette nuit-là, a entendu un bruit inhabituel et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Peu après, 2 femmes ont fait irruption dans le hall, paniquées, lui demandant d'appeler les secours. Réalisant la gravité de la situation, Armstrong a aussitôt composé le 911. Les amis d'Amer, qui s'amusaient encore quelques instants plus tôt, étaient désormais en état de choc. Environ 8 d'entre eux se sont précipités en bas, là où Amer gisait. La scène était dévastatrice, et ce groupe de jeunes adultes, plein de rêves et de projets, se retrouvait soudainement confronté à une perte inimaginable. Armstrong, qui connaissait Amir depuis environ 8 mois, a été profondément affecté. Il a décrit Amir comme l'une des personnes les plus intelligentes et les plus polies qu'il ait rencontrées. Amir avait cette capacité à se lier facilement aux gens et Armstrong en gardait un souvenir ému. « Il était l'un des gars les plus classes », a déclaré Armstrong. « Il va vraiment me manquer. » La police est rapidement arrivée sur les lieux et a ouvert une enquête sur l'accident. Le sergent Joe Simpson a confirmé que l'alcool avait été impliqué mais a insisté sur le fait que la mort d'Amir était un accident tragique. « L'élan l'a emporté au-delà », a expliqué Simpson. C'était un dénouement bouleversant pour ce qui avait commencé comme un jeu innocent entre amis. Le colocataire d'Amer, Eric Wang, était trop bouleversé pour parler de l'incident. L'appartement, autrefois rempli de rires et de célébrations, était désormais silencieux, alourdi par le chagrin. Quelques heures plus tôt, Amer avait parlé à son père, Al-Nour, et à son grand-père. Il venait de revenir à Ottawa après avoir rendu visite à sa famille à Belleville. Son grand-père se souvenait distinctement de leur dernière conversation. Quand il est arrivé à Ottawa, il a appelé et a dit « Papa, je suis là et tout va bien ». La nouvelle de la mort d'Amer s'est rapidement répandue, laissant un profond impact sur ses amis et la communauté de l'université Carleton. L'un de ses amis proches, Troy Lajambe, l'a décrit comme une personne brillante et loyale. « C'était comme un frère pour moi », a dit Troy, visiblement ému. Dans leur deuil, les parents d'Amir ont souhaité que le plus grand nombre possible de ses amis puissent assister à ses funérailles à Toronto. Troy et d'autres ont organisé un convoi de bus pour les transporter. Ses parents sont à la tête de cet effort, a expliqué Troy. On aura probablement 2 ou 3 bus. Le jour des funérailles, les amis d'Amir se sont rassemblés à l'endroit où il était tombé, déposant des fleurs et récitant une prière musulmane traditionnelle en son honneur. C'était un moment solennel, un hommage rendu à un jeune homme qui avait profondément marqué leur vie. La mort soudaine d'Amer a rappelé brutalement la fragilité de la vie. Étudiant brillant avec un avenir prometteur, sa vie a été tragiquement interrompue en quelques secondes. Ses amis et sa famille ont été laissés à leur chagrin et au douloureux « et si ». Et si Amir n'avait pas décidé de participer au jeu? Et si quelqu'un l'avait arrêté avant qu'il ne court vers le balcon? Et si la rambarde avait été plus haute? Ces questions hantent désormais ceux qui l'ont connu. L'histoire d'Amir est un rappel déchirant de la rapidité avec laquelle la vie peut basculer et de l'importance de la sécurité, même dans des moments qui semblent inoffensifs.
Le 31 octobre 2024, la nuit de Diwali apportait lumière et rire à Bengaluru, en Inde. Au milieu des célébrations, cependant, un groupe d'amis fut témoin d'un tournant tragique, illustrant les dangers pouvant découler de décisions imprudentes. Au cœur des festivités se trouvait Shabarish, un ouvrier du bâtiment de 32 ans, connu pour sa nature amicale. Après une longue journée de travail, il rejoignit avec enthousiasme ses amis pour fêter l'événement. Shabarish, qui menait une vie modeste, accordait une grande valeur au temps passé avec ses proches. Ce soir-là, encouragé par l'énergie du festival et quelques verres, ses amis lui lancèrent un défi audacieux. Ils lui promirent un nouvel autorickshaw s'il acceptait de s'asseoir sur une boîte de feux d'artifice allumée, les laissant exploser sous lui. Pour Shabarish, qui possédait très peu, cette offre était tentante. Vers 21h30, Shabarish accepta le défi, probablement sans mesurer pleinement les risques. Les images de vidéosurveillance captèrent la scène. Ses amis, choqués par ce qui venait de se passer, le transportèrent en urgence à l'hôpital Victoria, espérant qu'il s'en sortirait. Mais ses blessures étaient graves, avec de nombreuses brûlures sur le bas de son corps. Sa mère, Vijaya, apprit l'incident par l'un des amis de son fils, qui évoqua vaguement une blessure causée par des feux d'artifice. Elle ignorait alors la véritable cause de ses blessures, impuissante face à la souffrance de son fils. Le 2 novembre, Shabarish succomba à ses blessures. Les brûlures sévères avaient causé des dommages irréversibles. Alors que sa famille organisait ses funérailles, elle découvrit finalement la vérité sur ce qui s'était passé. Les images de vidéosurveillance révélèrent le rôle joué par ses amis qui avaient initialement tenté de faire croire à un accident. Vijaya, dévasté, comprit qu'il l'avait trompé. Les autorités reconstituèrent rapidement les événements de la soirée. Le commissaire adjoint de police, Lokesh Jagalassar, rapporta que 6 amis ayant encouragé Shabarish à réaliser cette cascade dangereuse furent arrêtés et inculpés. Ce drame tragique résultait d'un mélange d'alcool, de mauvais jugements et de pression sociale. Ce qui avait commencé comme un défi audacieux, accompagné de la promesse d'un autorickshaw, se termina par une perte déchirante, bouleversant profondément la famille de Shabarish. L'histoire de Shabarish s'ajoute à de nombreuses autres, les accidents liés aux feux d'artifice augmentant souvent pendant Diwali en Inde. Bien que cette période soit synonyme de joie pour beaucoup, elle entraîne également des incidents malheureux, parfois mortels. Quelques jours avant l'accident de Shabarish, un homme de 65 ans à Faridabad, près de New Delhi, tenta de demander à des personnes de cesser d'allumer des feux d'artifice devant sa maison. La situation dégénéra, aboutissant à une altercation violente et à la mort tragique de l'homme. Dans un autre incident, dans l'Uttar Pradesh, une femme de 42 ans nommée Kalawati connut un sort similaire. Alors qu'elle confrontait son voisin à propos des feux d'artifice devant sa maison, une dispute éclata, se terminant de manière tragique. Ces incidents montrent comment les conflits liés aux feux d'artifice peuvent entraîner des conséquences inattendues et mortelles, surtout en période de célébration. À Bengaluru, où s'est déroulée la tragédie de Shabarish, les autorités travaillent à décourager les comportements risqués liés aux feux d'artifice. Dans un cas, 2 étudiants furent interpellés pour avoir lancé des pétards allumés sur une route fréquentée depuis leur scooter. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, cet incident souligna les dangers liés à une utilisation irresponsable des feux d'artifice. La famille de Shabarish doit désormais faire face aux douloureuses conséquences de sa perte. Vijaya, sa mère, avait initialement cru à l'histoire des jeunes hommes, persuadés qu'il s'agissait d'une blessure accidentelle. Ce n'est qu'après avoir visionné les images de vidéosurveillance qu'elle comprit pleinement leur rôle dans la tragédie. Ce défi tragique transforma une nuit de célébration en un événement bouleversant lorsque de mauvaises décisions sont prises sous l'influence de l'alcool. Pour Shabarish, la promesse d'un nouvel autorickshaw le conduisant à faire un choix fatal. L'histoire de Shabarish rappelle les dangers liés aux incidents provoqués par les feux d'artifice en Inde. Si Diwali est une fête célébrée par des lumières et des feux d'artifice, les risques cachés sont souvent ignorés. Les familles se retrouvent à se demander comment de telles tragédies peuvent survenir lors de moments censés être empreints de joie et d'unité. Le 27 août 2012, dans le quartier de Lower East Side à Manhattan, Carlyle Brigham, une femme de 29 ans issue d'une famille aisée, fut retrouvée dans une cage d'escalier saignant au cou. Le locataire qui la découvrit fut horrifié et tenta de l'aider. Mais il était déjà trop tard. La vie de Carlyle prit fin de manière mystérieuse et tragique, laissant tout le monde s'interroger sur les circonstances de ce drame. Carlyle Brigham était la fille de James R. Brigham Jr., ancien directeur du budget de la ville de New York.
Elle avait grandi dans un environnement privilégié, bénéficiant de la meilleure éducation et de nombreuses opportunités. Diplômée de l'université de Mary Washington à Fredericksburg en Virginie, elle avait travaillé au Musée américain d'histoire naturelle comme spécialiste en installation d'exposition, de 2007 jusqu'en avril de l'année de sa mort. En août 2011, Carlyle avait épousé Anthony Champalimaud, un cadre hôtelier. Leur mariage, une cérémonie grandiose à Newport dans le Rhode Island, avait marqué les esprits. Cependant, leur union rencontra des difficultés et le couple se sépara un an seulement après leurs noces. Cette séparation bouleversa Carlyle qui commença à lutter contre une dépendance à l'alcool. Son père, très inquiet pour elle, prévoyait de l'emmener dans un centre de désintoxication. Dans la soirée du 26 août 2012, Carlyle avait assisté à un mariage à Washington, D.C., avant de rentrer à New York avec des amis. Ensemble, ils continuèrent à boire abondamment dans un bar nommé Sixth Ward, près de l'appartement où elle séjournait. D'après ses amis, Carlyle était si ivre qu'ils durent parfois la porter. Carlyle logeait temporairement chez un ami platonique au 191 Orchard Street, ayant perdu les clés de son propre appartement. Le matin du 27 août, cet ami partit travailler tandis qu'elle continua de boire. Vers 11h, Mizanur Rahman, un voisin de 19 ans, la trouva étendue dans la cage d'escalier entre le premier et le deuxième étage. Elle était face contre terre, entourée d'une mare de sang. Mizanur tenta de pratiquer un massage cardiaque, mais il était évident que Carlyle était gravement blessé. Son cou portait une énorme plaie et son menton était brisé. À côté d'elle se trouvait un portefeuille et un grand sac à main contenant des vêtements. Les secours arrivèrent rapidement et la transportèrent au Beth Israel Medical Center où son décès fut prononcé. L'enquête initiale laissa penser que les blessures de Carlyle étaient si graves qu'il s'agissait peut-être d'une agression. La police examina les hypothèses de meurtre ou de suicide avant de se concentrer sur la probabilité d'une chute accidentelle. Carlyle portait des talons hauts et des vêtements blancs, ce qui aurait pu contribuer à une chute sur les marches en marbre. Son père, James Brigham, s'était rendu d'urgence depuis Saint-Louis pour l'accompagner en désintoxication. Apprendre la mort de sa fille le bouleversa profondément. L'ancien maire Ed Koch, qui avait travaillé avec lui, se souvint de l'appel déchirant où James, en larmes, lui annonça la tragédie. Le médecin légiste de New York conclut que la mort de Carlyle était un accident tragique, causé par un traumatisme contondant à la tête et au cou. L'autopsie révéla qu'elle ne s'était pas vidée de son sang, mais que ses blessures correspondaient à un choc violent à la tête et au cou dû à la chute. Elle avait également des fractures au bras, probablement causées par une tentative désespérée de se rattraper. La mort de Carlyle laissa sa famille et ses amis anéantis. Elle était décrite comme belle et généreuse, captivant tous ceux qui la rencontraient. Son mari, Anthony Champalimaud, se trouvait à Londres pour affaires lors de son décès. Ils espéraient se réconcilier, mais leurs projets furent tragiquement interrompus. Le 31 août 2019, dans le village de Staroselo, en Biélorussie, Yulia Charko, une jeune mère de 21 ans, célébrait son anniversaire entourée de sa famille et de ses amis. Connue pour sa personnalité vibrante et son amour pour ses deux filles, Yulia profitait pleinement de cette journée spéciale. Mais au fil de la soirée, un tragique accident allait tout bouleverser. La famille et leurs amis étaient réunis chez un proche, profitant de cette douce journée d'été. Tandis que les enfants jouaient et que l'ambiance était à la fête, Yulia se rendit à sa voiture, une BMW E34, pour récupérer quelque chose. Sa fille de 2 ans était à l'intérieur et Yulia, voulant l'en sortir, décida de la soulever par la fenêtre avant, partiellement ouverte. Ce qui semblait être un geste anodin se transforma en drame en quelques secondes. Alors que Yulia passait son bras par la fenêtre pour attraper sa fille, cette dernière appuya accidentellement sur le bouton de la vitre automatique. La vitre commença à se refermer, emprisonnant le cou de Yulia. L'air coupé, elle perdit connaissance en quelques instants. Son mari, Arthur, la trouva peu de temps après. Il fut horrifié de voir sa femme inconsciente, suspendue par la fenêtre de la voiture. Pris de panique, il brisa la vitre pour la libérer et la sortir, tentant désespérément de la réanimer. La scène était chaotique, avec des amis et des membres de la famille accourant pour aider. Arthur appela immédiatement les secours. Yulia fut transportée en urgence à l'hôpital régional de Brest, dans un état critique. L'équipe médicale déploya tous les efforts possibles pour la sauver. Cependant, l'asphyxie prolongée avait causé des lésions cérébrales irréversibles. Pendant 8 jours, Yulia resta dans le coma, sa famille priant pour un miracle. Mais le 8 septembre 2019, elle succomba à ses blessures. Son cerveau avait été trop endommagé par le manque d'oxygène.
La mort de Yulia laissa un vide immense dans la vie de ses proches. Elle était une mère dévouée à ses 2 jeunes filles, Margarita, âgée de 4 ans, et Ariana, 2 ans. Sa famille, effondrée, peinait à accepter cette perte brutale. L'enquête menée par le comité d'enquête de Biélorussie confirma les circonstances de l'accident. Yulia tentait de sortir sa fille de la voiture lorsque celle-ci appuya sur le bouton déclenchant la fermeture de la vitre, ce qui lui fut fatal. L'incident fut largement relayé dans les médias locaux et internationaux. Des photos de Yulia entourée de sa famille et de la voiture impliquée furent publiées, illustrant de manière poignante cette tragédie. Yulia, qui travaillait comme gestionnaire de compte, fut décrite comme une mère aimante et une personne au grand cœur. Ce qui est arrivé à Yulia Charko est un rappel bouleversant de la fragilité de la vie et de la rapidité avec laquelle tout peut basculer. Elle fêtait son anniversaire un instant, et l'instant d'après, elle n'était plus. Cette histoire tragique souligne l'importance de rester vigilant, particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfants et de dispositifs mécaniques. Le 21 décembre 2021 à Chigwell, dans l'Essex, Connor Groom, âgé de 23 ans, participa à la fête de Noël annuelle avec ses collègues au Topgolf, un célèbre terrain de détente. L'atmosphère était festive, avec des rires et des verres partagés entre amis, alors que Connor profitait de la soirée sans savoir que celle-ci prendrait une tournure tragique. Connor et son groupe arrivèrent au Topgolf après avoir commencé leur soirée dans un bar voisin. Ils étaient installés dans les baies 36 et 37, situées à l'étage supérieur, à environ 3,5 mètres du sol, avec des filets de sécurité en dessous pour prévenir les chutes. La soirée débuta par des plaisanteries bon enfant, certains amis se taquinant et se poussant légèrement vers les filets. Au fil des verres, les plaisanteries prirent de l'ampleur. À un moment donné, un ami annonça en plaisantant qu'il allait pousser Connor vers le filet. Sans intention de nuire, il courut vers Connor et le poussa, s'attendant à ce qu'il tombe en toute sécurité sur le filet. Mais la situation tourna au drame. Connor perdit l'équilibre, son pied s'accrocha dans le filet et il bascula par-dessus le bord, tombant la tête la première au sol. Connor subit de graves blessures à la colonne vertébrale et au cerveau. Il fut transporté en urgence au Royal London Hospital, où il resta dans un état critique pendant des semaines, sa famille et ses amis espérant un miracle. Malheureusement, le 25 janvier 2022, Connor succomba à ses blessures, laissant ses proches dévastés par cette perte soudaine. Une enquête sur la mort de Connor examina les images de vidéosurveillance. La détective Lydia George de la police de l'Essex expliqua que les amis s'étaient mutuellement poussés à plusieurs reprises près des filets. Elle précisa que l'ami qui avait poussé Connor n'avait pas participé aux plaisanteries précédentes et n'avait aucune intention de lui faire du mal, agissant seulement dans l'esprit ludique de la soirée. La police de l'Essex consulta le service des poursuites de la Couronne au sujet d'éventuelles accusations criminelles, notamment pour homicide involontaire. Toutefois, il fut conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre, car l'ami n'avait pas eu l'intention de blesser Connor. Les parents de Connor soutinrent cette décision de ne pas poursuivre. Ils estimèrent que Connor n'aurait pas voulu que son ami fasse face à des accusations pour ce qui était, au fond, un accident tragique. Connor et son ami partageaient un lien fort et ses parents comprirent qu'il s'agissait d'une erreur de jugement malheureuse plutôt que d'un crime. Lors de l'enquête, le coroner principal, Lincoln Brooks, partagea l'avis de la famille. Il conclut que le décès relevait d'une mort accidentelle, notant que l'alcool avait probablement altéré le jugement du groupe, contribuant à l'incident. Suite au décès de Connor, Topgolf mit en place des mesures de sécurité plus strictes pour éviter de futurs incidents. Des panneaux d'avertissement furent ajoutés autour du site, une politique de tolérance zéro pour les comportements imprudents fut instaurée et un nouveau poste de responsable de la sécurité des joueurs fut créé. Cette personne supervise désormais la conduite des clients, notamment lors des périodes d'affluence et en cas de forte consommation d'alcool afin de garantir leur sécurité. Dans ses remarques finales, le coroner Brooks exprima sa sympathie envers la famille de Connor et l'ami impliqué. La mort de Connor illustre la rapidité avec laquelle une soirée de plaisir peut virer au drame, changeant à jamais la vie de ceux qui y étaient impliqués. Les douloureuses questions de ce qui aurait pu être persistent. Et si le groupe avait écouté les avertissements de la sécurité? Et si l'ami de Connor n'avait pas poussé avec autant de force? Chaque question reflète la fragilité de la vie et comment une seule décision peut entraîner des conséquences irréversibles. En fin de compte, le décès de Connor fut un accident tragique qui laissera une empreinte durable sur tous ceux qui l'ont connu. Bien que Topgolf ait pris des mesures pour améliorer la sécurité, cette tragédie demeure un rappel poignant de l'importance de la prudence, même lors des moments de célébration.
Le 18 janvier 1977, à Rome, en Italie, Luciano Receconi, un footballeur de 28 ans surnommé l'Ange Blond, était de bonne humeur. Plus tôt dans la journée, son médecin lui avait confirmé que son rétablissement d'une blessure au genou évoluait bien et qu'il serait bientôt de retour sur le terrain avec la Lazio. Receconi était un joueur clé dans la victoire du Scudetto en 1974, admiré non seulement pour son talent, mais aussi pour son éthique de travail. Pourtant, ce soir-là, sa vie allait s'achever de manière tragique et insensée. Né le 1er décembre 1948 à Nerviano, près de Milan, Luciano venait d'une famille modeste et avait dû enchaîner divers petits boulots pour aider les siens. Malgré les défis, sa passion pour le football s'était révélée dès son plus jeune âge. En 1967, il avait signé son premier contrat professionnel avec Pro Patria, un club de série C. Il rejoindra ensuite Foggia en série B, où il joua un rôle essentiel dans la promotion de l'équipe en Serie A. En 1971, Luciano intégra la Lazio, un club en passe de connaître l'une des périodes les plus prospères de son histoire. Sous la direction de l'entraîneur Tommaso Maestrelli, la Lazio se distinguait par son style de jeu offensif et son esprit d'équipe soudé. Luciano s'y était parfaitement intégré, au point d'être surnommé « le sage », pour son comportement sérieux, notamment en présence d'inconnus. Il partageait une relation particulière avec son coéquipier Gigi Martini, un ami proche. La saison 1973-1094 marqua un tournant pour la Lazio. Après un début difficile, l'équipe trouva son rythme et gravit les échelons de la Serie A. Luciano fut un acteur clé de ce succès, formant avec Martini un duo redoutable sur le côté gauche du terrain. Ensemble, ils aidèrent la Lazio à décrocher son premier Scudetto, une victoire historique pour le club. Cependant, les années suivantes furent plus compliquées pour la Lazio. Les performances de l'équipe déclinèrent et en 1975, l'entraîneur Maestrelli fut diagnostiqué d'un cancer affectant profondément les joueurs, en particulier Luciano. Malgré ces épreuves, il resta un pilier de l'équipe, apprécié pour sa détermination et son leadership. Le 18 janvier 1977, Luciano était en compagnie de ses amis Renzo Rossi et Pietro Guedin lorsqu'ils décidèrent de s'arrêter dans une bijouterie appartenant à Bruno Tabocchini. Luciano ne connaissait pas bien Tabocchini. C'était un ami de Pietro Fraticcioli qui avait invité Luciano et Guedin à l'accompagner. En entrant dans la boutique, un événement tragique se produisit. Selon la version officielle, Luciano, habituellement sérieux, aurait voulu plaisanter en simulant un braquage. Il aurait dit « haut les mains, c'est un braquage », en gardant sa main dans sa poche, comme s'il tenait une arme. Cependant, cette version a été remise en question par de nombreuses personnes qui connaissaient bien Luciano. Ses proches, notamment son fils Stefano et son meilleur ami Gigi Martini, ont toujours contesté l'idée que Luciano puisse faire une telle blague, surtout devant quelqu'un qu'il connaissait à peine et en présence d'enfants. Luciano, surnommé « le sage », n'était pas du genre à plaisanter, surtout dans des situations impliquant des inconnus. De plus, aucun des témoins présents dans la boutique, y compris la femme et le fils de 9 ans de Tabocchini, n'a rapporté avoir entendu cette phrase. Il semble plus probable que Tabocchini, déjà tendu après plusieurs tentatives de braquage, ait paniqué en voyant entrer 2 étrangers. Un an auparavant, il avait tiré sur un cambrioleur et, plus tard, il avait ouvert le feu sur un homme en scooter craignant une nouvelle attaque. Lorsque Luciano et ses amis pénétrèrent dans la boutique, Tabocchini était probablement sur les nerfs. Il aurait mal interprété les gestes de Luciano comme une menace et dégainé son arme. Guedin, conscient de la situation, leva rapidement les mains pour montrer qu'il était désarmé, mais il était déjà trop tard. Tabocchini tira, atteignant Luciano. Transporté d'urgence à l'hôpital, Luciano fut déclaré mort à son arrivée. La nouvelle de son décès bouleversa l'Italie et les supporters de la Lazio, qui vénéraient l'Ange Blond, furent anéantis. Pour ses coéquipiers, la perte était accablante. Luciano avait été un pilier de leur succès, autant sur le terrain qu'en tant qu'ami. Felice Pulissi, le gardien de l'équipe, fut chargé d'identifier le corps de Luciano, une épreuve qui le marqua à vie. L'enquête qui suivit fut controversée. Tabocchini plaida la légitime défense, affirmant que Luciano avait effectivement prononcé la fameuse phrase en gardant ses mains dans ses poches, comme s'il tenait une arme. Le tribunal accepta cette version et acquitta Tabocchini. Cependant, la famille et les amis de Luciano n'ont jamais cru à cette version des faits. L'idée que Luciano, connu pour son sérieux et sa sagesse, puisse plaisanter sur un sujet aussi grave qu'un braquage semblait invraisemblable. De plus, aucune preuve n'a jamais confirmé qu'il avait prononcé ces mots, et personne dans la boutique ne l'a entendu dire cela. La mort de Luciano a laissé un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, en particulier pour sa femme et son fils de 2 ans. Aujourd'hui encore, sa mémoire est honorée par les supporters de la Lazio.
C'était à la fin du mois de mai 2021 qu'un homme de 39 ans devint la victime d'un dinosaure dans un accident tragique qui laissa Barcelone perplexe. Le dinosaure en question n'était autre qu'une statue de stégosaure en décomposition, mais pour cet homme, elle s'avéra aussi dangereuse que son homologue préhistorique de chair et d'os. Tout commença le matin du 22 mai à Santa Coloma de Gramenet, une banlieue située juste à l'extérieur de Barcelone. Un père et son fils se promenaient près du bâtiment cubique, une structure moderniste entourée de plusieurs sculptures. Parmi elles se trouvait un stégosaure en papier mâché, une curiosité locale qui avait survécu à une ancienne campagne publicitaire pour un cinéma désormais fermé. Bien que la sculpture ne suscitât plus beaucoup d'intérêt, le père et le fils remarquèrent une chose qui attira immédiatement leur attention, une odeur pestilentielle émanant de la jambe du dinosaure. Intrigués, ils décidèrent d'en identifier la source. En y regardant de plus près, ils découvrirent une petite fissure dans la jambe de la statue. Mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les horrifia. Un corps coincé à l'intérieur du stégosaure, une découverte macabre qui allait les hanter à jamais. Sous le choc, le père et le fils alertèrent immédiatement les autorités locales. La police de Barcelone, les Mossos d'Esquadra, arriva rapidement sur place. Après enquête, il fut révélé que le corps était celui d'un homme de 39 ans porté disparu par sa famille quelques heures plus tôt. La cause de la mort restait incertaine, mais tout laissait penser à un accident tragique. Une fois le corps retrouvé, les autorités devaient trouver un moyen de l'extraire de la statue de stégosaure. La tâche s'avéra complexe. Les pompiers furent appelés pour récupérer le corps. Bien que la statue fût en papier mâché, un mélange malléable de papier et de colle, elle possédait une structure interne rigide nécessitant des outils spécialisés. À l'aide d'une grue, les secouristes découpèrent la statue et retirèrent soigneusement le corps. En reconstituant les événements, les enquêteurs firent émerger une histoire plus claire, bien que tout aussi déchirante. L'homme aurait probablement laissé tomber son téléphone portable dans la jambe creuse de la statue et, en tentant de le récupérer, se serait introduit tête la première par la fissure. Une fois à l'intérieur, il se retrouva coincé, incapable de se dégager ou d'appeler à l'aide. Ce qui aurait dû être une simple récupération d'objets perdus se transforma en une situation mortelle, laissant l'homme piégé, désorienté et finalement livré à son sort. Pendant plus d'une journée, sa famille resta sans nouvelles de lui, une absence qui accentua leur inquiétude. Son absence de communication les poussa à signaler sa disparition, mais lorsqu'on retrouva son corps, il était déjà trop tard. Les autorités conclurent par la suite qu'aucun acte criminel n'était en cause. Il s'agissait d'un accident tragique, une convergence de malchance et de circonstances fatales. Le choc de cet incident marqua profondément la communauté locale. Des fleurs furent déposées par des habitants endeuillés au pied de la statue qui avait été le témoin silencieux des derniers moments de l'homme. Cependant, les autorités décidèrent de retirer la sculpture de stégosaure de l'espace public. Ce qui avait autrefois été un vestige pittoresque du passé local était désormais un symbole de perte dévastatrice. La mort de cet homme de 39 ans souleva plus de questions que de réponses. Comment avait-il pu entrer dans la statue ? Cette tragédie absurde aurait-elle pu être évitée avec des mesures de sécurité adaptées ? C'était le 12 juillet 1997 à Springfield, en Virginie. Eric Barcia, un jeune homme de 22 ans originaire de Reston, a décidé de tenter une cascade qui lui a tragiquement coûté la vie. Connu pour être aventureux et intelligent, Eric a eu l'idée de sauter à l'élastique du pont ferroviaire de Lacotine Creek avec un équipement de bungee qu'il avait fabriqué lui-même. Ce qu'il pensait être une expérience exaltante s'est terminé en catastrophe. Eric avait toujours été réputé pour son goût du risque. Il réussissait bien à l'école et était responsable dans son travail de restauration rapide. Sa grand-mère, Lucille Kilinski, se souvenait de lui comme d'une personne qui obtenait toujours de bonnes notes et qui était fière de son travail. Malgré son intelligence, Eric ne comprenait pas complètement les dangers du saut à l'élastique. Au lieu d'utiliser du matériel professionnel, Eric a construit son propre système avec des cordons élastiques ordinaires, du type que l'on utilise généralement pour attacher des bagages ou fixer des objets dans les voitures. Il a soigneusement mesuré la longueur totale des cordons, estimant qu'elle faisait un peu moins de 21 mètres, soit la hauteur du pont d'où il allait sauter. Confiant que tout fonctionnerait, il a attaché un bout de l'élastique autour de son pied et l'autre au pont. Au moment de se préparer à sauter, Eric devait probablement se sentir excité et sûr de lui. Il s'apprêtait à faire quelque chose d'audacieux, quelque chose que peu de gens oseraient tenter. Cependant, dans son excitation, il a omis un point crucial. Les cordes élastiques s'étirent. Lorsqu'il a sauté, les cordons se sont étendus bien au-delà de la distance qu'il avait calculée. Au lieu de rebondir, Eric s'est écrasé la tête la première sur le sol, 21 mètres plus bas.
Vers 2 heures du matin, un passant a découvert le corps sans vie d'Eric. La scène rendait évident ce qui s'était mal passé. La police du comté de Fairfax est rapidement arrivée et a commencé son enquête. Les cordons élastiques étaient encore attachés au pont, montrant l'échec de la cascade. Warren Carmichael, porte-parole de la police, a déclaré plus tard « La longueur de l'élastique qu'il avait assemblé était supérieure à la distance entre le pont et le sol. Cette unique et fatale erreur de calcul a coûté la vie à Eric. Le pont où Eric a sauté était clairement marqué par des panneaux avertissant les gens de ne pas monter sur le pont. C'était dangereux, et pour de bonnes raisons. Myrnie Fitzgerald, porte-parole du comté, a souligné « C'est évidemment interdit ». Mais malgré ces avertissements, le goût de l'aventure d'Eric l'a conduit à négliger les risques. Beaucoup dans la communauté étaient perplexes face à ces actions. Un habitant local a fait remarquer « Je fais confiance à un élastique pour tenir mon vélo, mais pas moi ». La famille d'Eric était dévastée par sa mort. Sa grand-mère, Lucille, était sous le choc. Elle ne comprenait pas pourquoi son petit-fils, qu'elle voyait comme intelligent et responsable, aurait tenté une cascade aussi dangereuse. Son incompréhension reflétait les sentiments de beaucoup de ceux qui connaissaient Eric. Comment quelqu'un d'aussi brillant a-t-il pu commettre une erreur aussi fatale? L'histoire tragique d'Eric a ensuite été classée finaliste aux Darwin Awards de 1997. Le prix comprenait la déclaration de la police à propos de la longueur de l'élastique et soulignait l'ironie amère de l'intelligence d'Eric qui ne l'a pas sauvé dans ce moment crucial. En fin de compte, la mort d'Eric a servi de rappel triste des conséquences de l'ignorance des mesures de sécurité, peu importe la confiance ou l'habileté que l'on peut ressentir. Son histoire a marqué ceux qui l'ont entendu, un récit d'avertissement pour quiconque serait tenté de prendre des risques inutiles. Le 24 septembre 1980, John Bonham, le légendaire batteur de Led Zeppelin, se préparait pour la première tournée du groupe en 3 ans. Led Zeppelin avait fait une pause, mais Bonham était impatient de remonter sur scène. Connu pour son penchant pour l'alcool, sa journée commença par plusieurs boissons fortes dès le petit déjeuner. Rex King, l'assistant du groupe, vint le chercher et lors d'un arrêt pour le petit déjeuner, Bonham consomma rapidement 4 verres de vodka, donnant le ton à une journée marquée par une consommation excessive d'alcool. Tout au long de la journée, Bonham continua de boire pendant que le groupe répétait dans la maison du guitariste Jimmy Page, située à Bray, un petit village en Angleterre. Plus les heures passaient, plus sa consommation d'alcool augmentait. Lorsque les répétitions prirent fin, Bonham était visiblement affecté par l'alcool. Ce soir-là, alors que tout le monde se préparait à se reposer, Bonham fut couché dans une chambre d'amis. Conscient de ses habitudes, ses camarades prirent la précaution de le placer sur le côté, au cas où il tomberait malade durant son sommeil. Le matin du 25 septembre 1980, Ben Lefebvre, le manager de tournée de Led Zeppelin, alla vérifier l'état de Bonham et réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Bonham était inconscient. Lefebvre tenta de trouver un pouls, en vain. Pris de panique, il appela les secours et une ambulance arriva rapidement. Il était trop tard. John Bonham, âgé de seulement 32 ans, avait perdu la vie. L'examen médical confirma plus tard que Bonham était mort d'une aspiration pulmonaire. Inconscient, il s'était étouffé avec son vomi en raison de la grande quantité d'alcool présente dans son organisme. Une analyse révéla un taux d'alcool dans le sang équivalent à environ 40 shots de vodka consommés sur une période de 12 heures. Selon le pathologiste Dr Edmund Hempstead, la mort de Bonham ne fut pas instantanée. Son corps était entré en état de choc et les effets cumulés de l'alcool mirent des heures à lui être fatals, tandis que son foie luttait pour traiter cette quantité énorme d'alcool. La mort de Bonham fut une perte immense pour Led Zeppelin et le monde du rock en général. Son style puissant et distinctif était un élément clé de la musique du groupe. Les membres restants de Led Zeppelin, estimant qu'ils ne pouvaient pas continuer sans lui, annoncèrent leur décision de se séparer quelques mois plus tard, le 4 décembre 1980. Dans une brève déclaration, ils exprimèrent leur respect pour la mémoire de Bonham et leur lien unique, concluant qu'ils ne pouvaient pas poursuivre sans lui. Fidèles à leurs paroles, Led Zeppelin mit officiellement fin à son aventure. Bien qu'ils se réunirent pour quelques performances au fil des années, ils ne reformèrent jamais le groupe de manière officielle. L'une de leurs prestations les plus mémorables eut lieu en 2007 à l'O2 Arena de Londres, publiée ensuite sous forme d'album live intitulé Celebration Day. La mort soudaine de Bonham choqua la communauté musicale. Il était considéré comme l'un des plus grands batteurs de rock. Son style, marqué par son intensité, sa vitesse et son rythme unique, redéfinit la batterie dans le rock. De nombreux musiciens l'admiraient et son influence reste forte. John Paul Jones,
bassiste de Led Zeppelin, se remémora le moment déchirant où il trouva le corps de Bonham avec Lefebvre, décrivant cette expérience dans le livre John Bonham, A Thunder of Drums. Il exprima à la fois de la colère et une profonde tristesse face à cette perte, déplorant que son immense talent ait été brutalement interrompu. Les problèmes d'alcool de Bonham étaient bien connus. Bien qu'il ait réussi à surmonter d'autres dépendances par le passé, son addiction à l'alcool s'était aggravée. Ses amis et collègues notèrent qu'il traversait des difficultés personnelles dans les semaines précédant sa mort, ce qui aurait pu contribuer à sa consommation excessive cette nuit-là. À seulement 32 ans, le décès de Bonham mit en lumière les pressions intenses du mode de vie des musiciens rock de cette époque. Personnalité larger than life sur scène comme en dehors, il aimait les sensations fortes, notamment sa passion pour les voitures. Ceux qui le connaissaient avaient constaté les ravages que son addiction causait et craignaient qu'elle n'aboutisse à une tragédie. Sa batterie puissante résonne dans les chansons les plus célèbres de Led Zeppelin, de Kashmir à When the Levee Breaks. Son influence sur les batteurs suivants est indéniable et son style reste inégalé. La mort de Bonham soulève des questions restées sans réponse depuis des décennies. Et si cette nuit-là, il n'avait pas consommé autant d'alcool, ses camarades auraient-ils pu intervenir d'une manière ou d'une autre ? Sa vie, et par extension le parcours de Led Zeppelin, aurait-elle pu être différente ? Bien que ces réponses restent inconnues, une chose est certaine. La disparition de Bonham a changé le cours de l'histoire du rock. Led Zeppelin, qui avait dominé les années 70, dut mettre fin à son voyage bien trop tôt, laissant les fans imaginer ce qui aurait pu être. À l'été 1871, un accident à la fois tragique et étrange coûta la vie à l'ancien congressiste et avocat éminent Clément Vallandigham dans la petite ville de Lebanon dans l'Ohio. Ce qui devait marquer le sommet de sa carrière juridique se transforma en un retournement de situation fatal et terriblement ironique. Clément Vallandigham était une figure polarisante de la politique américaine. Né en 1820, il s'était fait connaître comme un leader véhément du mouvement Copperhead, un groupe de démocrates opposés avec force aux efforts de l'Union pendant la guerre civile. Ses dénonciations publiques de la guerre lui valurent à la fois admiration et infamie, aboutissant à son arrestation et à son exil forcé dans la Confédération. Malgré ses combats politiques, Vallandigham resta ferme dans ses convictions, allant même jusqu'à se présenter comme gouverneur de l'Ohio alors qu'il était en exil. Au moment de sa mort, en 1871, il s'était en grande partie retiré de la politique pour se consacrer à sa carrière d'avocat, où il excella dans la défense d'accusés dans des procès à haut risque. L'affaire qui allait être sa dernière concernait une altercation mortelle survenue la veille de Noël en 1870. Dans la ville de Hamilton, dans l'Ohio, un homme nommé Thomas Myers avait été tué lors d'une bagarre dans un bar. Myers jouait aux cartes lorsqu'un groupe d'hommes fit irruption, provoquant un chaos général. Au milieu de la mêlée, Myers tenta de saisir son arme et un coup de feu étouffé retentit. Myers s'effondra, mortellement blessé. L'identité du tireur restait floue, mais les soupçons se portèrent rapidement sur un certain Thomas McGehan, avec qui Myers entretenait de vieilles rancunes. Bien qu'il n'y eût aucune preuve concrète, la communauté locale était convaincue de la culpabilité de McGehan, qui fut accusé de l'avoir tué. Vallandigham accepta de défendre McGehan, convaincu que Myers ne devait pas sa mort à son client, mais qu'il s'était accidentellement tiré dessus dans la confusion. Désireux de prouver cette théorie, Vallandigham se plongea dans l'affaire, menant ses propres expériences sur les mécanismes de tir et les résidus de poudre. Selon lui, alors que Myers se levait de sa chaise, il aurait involontairement déclenché l'arme en essayant de la sortir de sa poche. Cela expliquerait le bruit étouffé du coup de feu et l'absence d'indication claire que McGehan avait tiré cette nuit-là. Le soir de sa mort, Vallandigham se retira dans sa chambre d'hôtel avec des collègues pour poursuivre la préparation du procès. Il avait avec lui 2 pistolets, l'un utilisé pour ses tests et l'autre censé être déchargé, un accessoire clé pour sa démonstration au tribunal. En expliquant à nouveau sa théorie, il tenta de reproduire la manière dont Myers aurait pu accidentellement se tirer dessus. Dans le processus, Vallandigham attrapa par inadvertance le pistolet chargé et répliqua le mouvement, sortant l'arme de sa poche. Il tourna le canon vers lui-même, pensant que l'arme était inoffensive, et appuya sur la gâchette. Le pistolet détonna dans un fracas assourdissant. Vallandigham venait de se tirer une balle dans l'abdomen. Sous le choc, il aurait déclaré « Je me suis bêtement tiré dessus » avant de s'effondrer de douleur. Alors que la nouvelle de l'accident se propageait, des médecins et des amis accoururent pour lui venir en aide, mais la situation était désespérée. Les chirurgiens ne parvinrent pas à localiser la balle, probablement logée près de sa vessie, et l'état de Vallandigham s'aggrava alors qu'une infection s'installait. Il survécut jusqu'au lendemain mais succomba à ses blessures, la cause de sa mort étant une péritonite,
une inflammation douloureuse de la paroi abdominale provoquée par la balle. Dans un retournement ironique, la démonstration fatale de Vallandigham prouva le point qu'il cherchait à établir. Son client, Thomas McGehan, fut acquitté, sa reconstitution soutenant la théorie selon laquelle Myers s'était effectivement tué accidentellement. Cependant, l'acquittement de McGehan ne lui apporta pas une liberté durable. Quelques années plus tard, McGehan fut tué lors d'une autre fusillade dans un bar, une fin tragique qui faisait étrangement écho à l'affaire qui avait failli lui coûter la vie. Clément Vallandigham exprima sa foi dans la doctrine de la prédestination, comme s'il acceptait l'idée que tout cela avait toujours été son destin. Un calme dimanche matin de 2009, à Alicante, en Espagne, sur l'Avenida Alcoy, vivait une famille de 4 personnes menant une vie apparemment paisible. Les parents, âgés de 49 et 50 ans, étaient d'origine marocaine. Ils avaient 2 filles, l'aînée, âgée de 18 ans, et la cadette de 12 ans. La famille gagnait sa vie en collectant et vendant des vêtements d'occasion, envoyant souvent le surplus au Maroc et en Algérie. Leur appartement, d'une superficie de moins de 60 mètres carrés, était petit. Au fil du temps, les parents développèrent un trouble compulsif d'accumulation connu sous le nom de syndrome de Diogène. Ce trouble les poussait à entasser de grandes quantités de vêtements, remplissant leur logement de cartons et d'habits. Malgré ces conditions de vie exiguës, la routine continuait. L'aînée aimait passer du temps sur Internet, veillant souvent tard dans la nuit. Ce matin-là, elle dormait dans une pièce voisine, inconsciente de la catastrophe imminente. Entre 8h et 9h, un événement tragique se produisit. Le plancher de l'appartement, situé au premier étage, céda sous le poids immense des vêtements accumulés. Sans avertissement, une partie de l'appartement s'effondra, faisant tomber des centaines de kilos de vêtements sur les parents endormis et leur fille cadette. La chute fut violente, les ensevelissant sous le poids des habits. L'aîné, profondément endormi, ne remarqua rien de l'effondrement. Les voisins, eux aussi, n'entendirent aucun bruit inhabituel. Ce n'est qu'aux alentours de 13h que la jeune fille se réveilla et ressentit que quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement silencieux. En entrant dans la chambre de ses parents, elle découvrit que le sol s'était effondré, laissant des vêtements et des cartons éparpillés partout. Elle ne pouvait pas voir sa famille. Affolée, elle se mit à creuser frénétiquement dans le tas de vêtements, espérant retrouver ses parents et sa sœur. En fouillant, elle aperçut le bras de sa sœur cadette qui dépassait des débris. Réalisant la gravité de la situation, elle appela immédiatement la police. Les secours arrivèrent rapidement, mais leur mission s'avéra difficile. La quantité massive de vêtements ralentissait les opérations de sauvetage. Les policiers et pompiers travaillèrent sans relâche pour dégager les débris. Malheureusement, malgré leurs efforts, la fillette de 12 ans fut retrouvée en premier. Mais elle ne put être sauvée. Les pompiers continuèrent à fouiller et finirent par localiser les corps des parents, eux aussi sans vie. Une enquête fut ouverte pour déterminer les causes exactes de l'effondrement tragique. Les premiers rapports suggérèrent que les victimes avaient probablement été écrasées ou asphyxiées sous le poids des vêtements. Une autopsie fut ordonnée, l'asphyxie étant considérée comme la cause la plus probable du décès. L'ampleur de l'accumulation choqua aussi bien les enquêteurs que les voisins. Le balcon à l'arrière de l'appartement débordait de cartons et de vêtements, révélant l'étendue des objets accumulés au fil des années. L'appartement était si surchargé que cela avait contribué à l'effondrement structurel. La perte dévasta la fille survivante. Non seulement elle devait affronter le traumatisme d'avoir perdu toute sa famille, mais elle se retrouvait également confrontée à la dure réalité des conditions qui avaient conduit à leur mort. Cet incident mit en lumière les dangers de l'accumulation compulsive, en particulier dans des espaces restreints et surchargés. Il sensibilisa également au syndrome de Diogène, un trouble souvent ignoré, mais capable de provoquer des conséquences dramatiques. Ce tragique événement reste un exemple poignant de la manière dont des comportements non maîtrisés, comme l'accumulation compulsive, peuvent mener à des catastrophes. Il souligne l'importance de chercher de l'aide avant que la situation ne devienne incontrôlable.